ça c'est carré. Salut tout le monde. On est là, cette fois on est là, on vous attend. Il a pu passer. Pas de gilet jaune, ni vert, ni rouge. C'est tout bon. J'espère que ça va pour vous. Vous êtes en famille ou pas, je ne sais pas. Alors, on va passer un petit moment ensemble. Hein. Allez-y, on va se régaler, poser des questions. Et puis, Jean-Paul va se faire un plaisir hein, de répondre. Il va essayer de répondre rapidement parce que sinon, on ne va pas pouvoir traiter beaucoup de questions. Quoi. Donc, voilà, poser des questions claires, nettes, précises. Et puis, voilà, c'est parti. Hein. Voilà. Donc, je vois qu'on est pour l'instant, on est 5. Alors, je vais faire le copilote. Je vais lire le chat. Et puis, voilà. Donc, écoute, maintenant, en attendant, écoute, on va leur dire 3 trucs. Hein. Par exemple, sur la décontraction musculaire, allons-y. Disons 2-3 trucs en attendant. Sur la décontraction musculaire. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent encore des explications. Alors, décontraction musculaire, ça ne veut pas dire relâchement musculaire. Hein. Au yoga, décontraction musculaire, il faut quand même, selon les asanas, selon les postures, il faut quand même avoir une certaine tension musculaire. Décontraction musculaire, ça n'a rien à voir avec le relâchement. Un juste milieu. Il faut être décontracté, mais il faut savoir tenir encore sa colonne vertébrale, ses postures. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on veut le faire assis. Yongdai, bonjour à vous, salut. Ils sont Yongdai. Cool. Ouais, donc, ouais, là, quand tu dis la décontraction musculaire, ça impose qu'on peut le faire assis, suffisamment décontracté, mais assez tendu, assez. Pour initier une séquence supraconsciente, le mieux c'est la position du lotus, le Padmasana. Parce que malheureusement, la position allongée, même si elle favorise la vacuité cérébrale, elle favorise aussi l'endormissement. Moi, je me mords en général. Alors, le Padmasana, la position du lotus, elle évite ce désagrément. Alors, ce qui se passe quand tu choisis d'initier une séquence supraconsciente allongée, en principe, une fois sur 2, soit tu vas t'endormir, soit si tu comprends que si le reste de conscience qui te reste comprend qu'il ne faut pas s'endormir, tu vas faire une secousse myolastique. Ouais, c'est comme si tu vas rater une marche. C'est très désagréable. Lily 69, bonjour à vous, bonjour Lily. Salut Lily. C'est chaud, je vais tout. Ouais, parce qu'on nous a pas dit, normalement à la fin on fait une séance de lap dance. Ah ouais, avec les pom-pom girls et tout. Donc voilà. Ouais, salut Lily, salut Yongdai, salut Zeriox, j'ai marqué Xerios. Ouais, je vous dis encore une fois, j'ai quelques problèmes de vue, je vois que dalle, donc j'ai vraiment un problème pour lire des fois le chat. Je le mets en très gros. Voilà. Ouais, donc voilà. Donc ça c'est pour la respiration étudiée. Donc il y a plein de méthodes pour arriver à se décontracter musculairement, tout ça. Enfin, moi je sais que j'arrive bien, mais après, est-ce que. Christine Sanchez, bonjour Christine. Salut Christine. Les méthodes, il y en a beaucoup. Il faut trouver le juste milieu quand on parle de décontraction musculaire. En fait, c'est pour que ta séquence supraconsciente, dans le yoga, on dit le samadhi. Pour que ton samadhi, Julia Jopit, salut la compagnie, salut Julia, c'est pour que ta séquence supraconsciente, elle ne soit pas parasitée par une tension musculaire. Et ça ne veut pas dire non plus relâchement. J'ai vu qu'il y en a qui ont mal compris, ils pensent que c'est vraiment, il faut se sentir comme ça flagada, c'est faux. Il faut entretenir un minimum de tension musculaire au yoga pour tenir les asanas. Il y a des asanas qui sont un peu compliqués. Si tu ne maintiens pas un petit peu d'influx nerveux pour faire tenir ton muscle, ça ne fonctionne pas. Les contractions musculaires, je te le redis encore une fois, ça n'a rien à voir avec le relâchement musculaire. Voilà, vous pouvez poser des questions. Allez-y. Si vous voulez. Je sais que. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Attends, voilà. Ouais, je sais pas qui c'est qui avait posé une question. J'ai vu la théorie de Breuil-Baum. C'est intéressant sur la géométrie, vous connaissez. Alors je connais De Broglie, je connais, mais quelle théorie? Parce que des théories, il y en a des centaines et des centaines.
préciser quelle théorie. Broglie est bon. Actuellement, le modèle qui ressort le plus chez les astrophysiciens, que ce soit en Amérique, en Europe, enfin en Occident en général, même les Russes aussi s'y sont mis, c'est le modèle holographique. Les astrophysiciens pensent, et je pense qu'ils ont raison, ça rejoint de toute façon à 100% le modèle standard de Jean-Pierre Petit. Je pense que l'univers qui nous englobe est un super, hyper trop noir. Que toutes les informations qui parlent de notre réalité, c'est-à-dire ton t-shirt, cet appareil, etc., c'est juste du système binaire encodé dans la membrane du trou noir en 2 dimensions. Alors, il y a en France le porte-drapeau de cette théorie, c'est Philippe Guillemot, les plus grands astrophysiciens au monde. C'est une sommité internationale, Philippe Guillemot. Si personne peut franchir la vitesse de la lumière, a-t-on fait l'inverse? C'est-à-dire rester statique. Rester statique. Je le fais très bien. Le statisme absolu. ça s'appelle le temps de Planck. C'est le statisme absolu. C'est quand l'électron arrive à 1 milliardième de je sais pas combien. À 10 puissance moins 43, c'est voilà. Ça. Et quand par exemple dans un atome d'hydrogène, puisqu'il y a juste un proton et son lepton, c'est quand le lepton ne bouge plus, quand il est figé. Voilà. Quand il se retrouve face à face au proton-lepton, qu'il n'y a plus de mouvement, on appelle ça le temps de Planck. C'est de là qu'ils pensaient qu'il y a le Big Bang, il y a l'instant Planck, puis après il y a le Big Bang. Bon, mais il n'y a rien qui prouve qu'il y a eu le Big Bang. Ouais. De toute façon, le Big Bang, c'était une amélioration de celle de Schrödinger qui corrige ses problèmes en incluant la pré-géométrie. Je ne connais pas du tout ça. Schrödinger, je connais. De Broglie, je connais. C'est écrit Broglie, mais ça se prononce de Broglie. Ouais, c'est Broglie, tu vois, ça se prononce Broglie. C'est pas un italien, parce qu'en italien c'est Broglie. Non, en français, ouais. Broglie, ça se prononce Broglie, c'est une particularité de la langue française. Ok. Schrödinger, comme il y a des prénoms de succès, c'est Schrödinger, le mot se prononce E. Quand elle est sur la Lune, ouais, moi je ne me prononce pas sur les trucs qui ne m'intéressent pas en fait, parce que je n'ai rien à foutre de la Lune, moi. Je sais pas, je m'en fous. Ouais, est-ce qu'on est capable de passer la ceinture de Van Allen déjà? Il paraît que non. Alors voilà, la grosse théorie qu'il y a actuellement sur la Lune, c'est que pendant la guerre froide, il y avait une compétition entre l'URSS et la NASA, enfin, avec les USA. Et, pour accélérer le processus pour gagner les USA, ouais. La course à l'armement, etc., pour accélérer ce processus. Vous embauchez un cinéaste. Non, mais il n'y a pas plus de preuves dans un sens que dans l'autre. Et comme c'est un truc qui ne m'a jamais vraiment trop intéressé, je n'ai pas posé la question. Et puis, je n'ai même pas demandé quand j'étais en état de surconscience, parce que ce n'est vraiment pas les questions qui me viennent à l'esprit. Quand je suis en état de conscience modifié, je ne m'intéresse pas sur les missions Apollo, ça me passe par-dessus la tête. En fait, moi je pense quand même, si je dois vous donner mon avis, que gaspiller des milliards de dollars, parce que ça a coûté des milliards de dollars, c'était puissant fond, cette histoire de Lune et compagnie. Ils auraient mieux fait de construire des hôpitaux, de donner à manger aux nécessiteux, parce que pour aller à récupérer de la régolithe, de la pierre lunaire, la stocker dans des coffres forts comme ils ont fait là depuis 1969, là, ça s'est fini en 72, l'émission Apollo. Si c'est vraiment de la pierre lunaire. Ouais, bon, de la régolithe, de toute façon, il y en a sur Terre, ils n'avaient pas besoin d'aller sur la Lune pour ramener de la régolithe, mais bon, voilà, ça ne m'intéresse pas en vrai. Christine, désolé, mais franchement, cette histoire de la mission Apollo, elle ne m'intéresse pas. Si personne ne peut franchir la vitesse de la lumière, on fait l'inverse. Merci. L'inverse, c'est-à-dire. Tu as répondu, l'instant Planck, c'est ça. L'instant Planck, c'est-à-dire. Allez, non, mais la question, elle est dure à comprendre quand même. On fait l'inverse. Est-ce que la lumière a fait l'inverse? Est-ce que c'est elle qui s'est ralentie? Oui, aussi. Puisque, soi-disant, les leptons, pour les astrophysiciens, les leptons
Et les protons, c'est des photons qui ont ralenti. En ralentissant, les photons ont pris de la masse. Hein, c'est une des... Parce que quand on parle des astrophysiciens, on dirait que tous les astrophysiciens, on dirait que c'est une secte où ils sont tous d'accord, alors qu'ils sont tous en divergence. Il y en a un qui dit que l'univers est configuré comme ça, alors qu'il va dire non, il est configuré comme ça. Il y a 100, à peu près 100 ou 110 modèles standards qui ont été proposés par un collège d'astrophysiciens. Sur 300 astrophysiciens, il y a 100 modèles standards qui sont sortis différents. Donc il n'y a pas de consensus, il n'y a personne qui est d'accord avec personne. Mais alors, qu'est-ce qu'il en sort de ça? C'est quoi la version officielle? Si personne n'est d'accord avec personne, il faut bien sortir une version de ce qui existe. C'est du bricolage, c'est-à-dire le modèle standard, donc c'est la conflagration, jusqu'à maintenant qui a été retenu au consensus, c'est la conflagration. Alors conflagration, c'est le nom scientifique pour le Big Bang. Voilà, ils sont restés sur le modèle de la conflagration. Le problème, c'est qu'une fois que l'univers est formé, avec leur histoire de conflagration, d'abord, la grande question qu'on pose sur le modèle de conflagration, ils parlent d'une singularité. Ils disent qu'il y avait un élément dans rien parce que cet élément, quand il va grandir, il va à la fois créer son énergie et son espace et son temps. Donc cette singularité donc, qui était censée faire 18 millions de degrés, je ne sais pas quoi, enfin, bon, ça a gonflé, mais quand tu demandes aux astrophysiciens, cette singularité, elle venait d'où, ils ne savent pas. Donc, ouais, non, mais même, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est cette histoire de dire, voilà, tout est parti d'un instant, 0,30 secondes après le Big Bang, et si tu leur dis, ouais, mais avant, elle vient d'où cette énergie et cet espace qui se développe avec le temps, ils ne savent pas. Alors, pour écrire des pavés comme ça, des livres de 20 tomes pour dire on n'en sait rien, il faudrait mieux de rester chez eux et ça ne gaspillerait pas du papier. Ah, c'est clair. Hein. Non, en fait, comment ça s'est passé? Il y a un réservoir de Haack dans l'antéversus. Dans un autre espace-temps, il y a un réservoir de Haack donc, qui est tactionique, qui est avec une énergie incommensurable. Un cerveau humain n'arriverait pas à l'appréhender, ça. Et il y a des bulles d'espace-temps qui se développent sur ce réservoir tactionique. Donc, c'est pas un Big Bang, c'est juste une bulle d'espace-temps qui se greffe. Le multivers, c'est qu'en fait, des univers comme ça qui ont gonflé, qui sont en expansion autour de ce réservoir de Haack, il y en a des milliards de milliards. C'est inquantifiable. Ouais. Allez-y, hein, continuez, posez vos questions, parce que j'imagine que vous devez en avoir un paquet à poser. Bon, et après, éviter tout ce qui est... Alors, la vitesse de la lumière, pour répondre à Christine, c'est 300 000 km/s. Donc, dans le modèle Einstein, E égale mc2, quand on prend en compte, si la personne le comprend, ça veut dire que dans notre univers de cause à effet, le mur de la lumière est infranchissable. C'est 300 000 km/s, un proton et un lepton, vous ne pouvez pas le transporter à cette vitesse. Il se photonise. Donc toutes ces histoires de science-fiction, de dire on va atteindre la vitesse de la lumière, on va passer un vortex spatio-temporel, on va se retrouver là à tel endroit, à telle époque, non, c'est faux parce que c'est impossible. Les astrophysiciens le savent, les plus réputés le savent, que c'est juste... Comment ça se fait que Jean-Pierre Petit parle de voyage interstellaire? Je comprends pas. Non, mais Jean-Pierre Petit, quand il parle de voyage interstellaire, ce que les gens n'ont pas... Ils te sortent un machin du contexte, les gens, ah ouais, ils te reprennent une phrase. Il a dit, pour sortir il faudrait l'énergie de notre galaxie. L'énergie de notre galaxie pour arriver à faire ça. Tu te rends compte, siphonner toute l'énergie de tous les soleils de la galaxie, des millions de milliards d'étoiles. Il faut lire les articles et les thèses jusqu'au bout quand tu regardes le truc. Si tu sors une phrase du contexte, elle ne veut plus rien dire. Il a dit, si nous avions la possibilité de générer tant d'énergie, alors ça te fait un chiffre avec 50 chiffres autour de la virgule, après la virgule, ou 100 chiffres après la virgule, si on pouvait développer tant d'énergie, alors le voyage spatio-temporel serait possible. Et tu te rends compte de l'énergie fait. Pour devenir quoi? Du photon? Non, parce que là, c'est autre chose. C'est en développant cette énergie, ils arriveraient à plier l'espace. Ils arriveraient à replier l'espace. C'est-à-dire, comme l'espace et le temps sont liés, ça créerait artificiellement du tachyonique. Et là, ils pourraient replier. Mais quelle civilisation dans l'univers va développer l'énergie d'une galaxie? Il faut lire les articles et les thèses jusqu'au bout, quoi. Sinon, ça ne veut plus rien dire.
Il le sait que c'est impossible, Jean-Pierre Petit, c'est un astrophysicien. Il le sait que la lumière est infranchissable. Mais c'est bizarre, j'avais l'impression d'être inspiré, d'être aspiré. J'ai juste tourné très vite. Mais tu parles de quoi, là, Zeriox? C'est trop incomplet pour qu'on réponde parce qu'on ne sait pas si c'est bizarre. Je n'ai pas l'impression d'être inspiré, j'ai juste tourné très vite. Ou alors on ne reçoit pas tous les commentaires, les gars, hein, parce que c'est bizarre, c'est tronqué, on ne comprend rien. Ouais, c'est vrai, c'est strange. Attends, je regarde parce qu'on voit le chat du influence. Non, c'est bon, tout est bon. Ouais, donc. L'inframonde est-il bien infini voyager s'il est au-delà de source, voyager au-delà de la source? Non, il n'y a rien. Après l'inframonde, il n'y a rien. L'inframonde n'est pas dans notre espace-temps. Il est diffracté. Le mot qui se rapproche le plus pour désigner l'inframonde en Occident, c'est l'au-delà. Voilà comment on peut désigner l'inframonde, c'est l'au-delà. C'est pas dans notre espace-temps. Ouais. Ah oui, alors il dit, c'est bizarre, j'avais l'impression d'être aspiré, j'ai juste tourné très vite. C'est lors d'une. C'est un voyage, quoi. Ah, une séquence supraconsciente. À tourner vite, c'est bon signe. Oui, c'est un bon signe parce que ça veut dire que ta psyché commence à ressentir la contre-rotation de ton véhicule céleste. On est entouré par une structure hackienne, donc elle est faite de hack à 100%, elle est confinée dans un confinateur électromagnétique, une cage électromagnétique. Et cette cage électromagnétique, comme elle est bipolarisée, elle est contrarotative. Le haut tourne dans un sens, le bas tourne dans un autre sens. En principe, quand un méditant commence à ressentir cette rotation, c'est que pourquoi d'autres se disent aspirer. L'aspiration, c'est ce qui arrive en tout début de phase d'accélération luminique. C'est cette sensation d'être aspiré de son corps, c'est typique du début de la phase d'accélération luminique. Pour répondre un peu à Julia qui dit l'inframonde est-il bien infini, il y a quelque chose après l'au-delà. Toi tu dis qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais si on considère par exemple que même l'inframonde a été créé, soit il n'y a rien, comme tu as la quidité, tout ça, les taouïs, soit il y en a qui pensent que c'est Dieu qui a créé tout ça. Oui, voilà, mais tout. Bon, allez, admettons, je te dis voilà. Oui, ça a été créé. Et ça va changer quoi l'histoire? Voilà, rien, c'est des questions. À chaque fois, on me dit oui, mais qui a créé l'œuf, la poule et tout? On peut remonter comme ça sans faire. C'est des débats. On peut en parler 3000 ans, ça ne changera rien. À un moment donné, il faut s'arrêter sur un truc. Voilà, c'est la quidité, tu prends les choses telles qu'elles sont, parce que sinon, vous allez devenir fou, vous allez finir à l'asile à force de poser des questions comme ça. C'est la poule et l'œuf, on appelle ça le débat de la poule et de l'œuf. Qui a fait la poule? Oui, mais qui a fait l'œuf? Alors, tu peux en parler pendant 3000 ans, ça ne résoudra rien. Oui, c'est sûr. Quand tu accèdes... quand tu accèdes à l'inframonde, cette substance, le hack, t'explique pour le mieux qu'on peut en comprendre les sapiens, c'est-à-dire que nous, on est des babouins, quoi, on est des primates. L'humain, ça ne veut rien dire. Hein. L'humain, c'est un mot qui a été inventé pour se sortir du règne animal, comme si on était autre chose que des animaux. Mais on est des primates, quoi, on est des sapiens. On est le 4e singe sans queue avec les orang-outans, les gorilles et les chimpanzés. Donc, pour le plus que nous, on peut en remporter de l'inframonde, c'est 1 milliardième. Je suis désolé de décevoir les gens qui me disent pourquoi tu ne ramènes pas plus de choses de l'inframonde, c'est que moi j'ai un cerveau de sapiens et que notre cerveau n'est pas configuré pour appréhender le hack. Tu voudrais savoir. Regarde, prends ces lunettes là-bas, tu vas être mieux avec. C'est plus faible, donc c'est distance, tu vas être pas mal. Alors. Je voudrais savoir, quand je fixe quelque chose intérieur dehors, j'appelle des points lumineux qui bougent dans tous les sens. Points lumineux, c'est des ticlés. C'est bon signe aussi. C'est qui? Hyundai. C'est bon signe. Les points lumineux, c'est des ticlés. C'est des petits flocons de hack, c'est-à-dire ils s'agglomèrent. Alors le hack, une particule de hack, un tachyon, il est indétectable avec les yeux. Il est trop petit. C'est une toute petite pointe brillante, mais qui est encore plus petite qu'un atome. Mais par contre, quand ils se regroupent, comme les photons se regroupent en quantum, le hack se regroupe en flocons. Et là, les flocons, ils deviennent perceptibles pour la glande pinéale.
et la glande pituitaire. Et en duo avec le lobe occipital, elles arrivent à modéliser l'environnement en 3D, c'est-à-dire elle essaye, la psyché, elle essaye des fois de convertir des choses multidimensionnelles en 3D, ça fait des images distordues un peu bizarres, il faut arriver à intégrer après. Au début, c'est très déstabilisant, mais c'est vrai que juste avant, dans ce qu'on appelle la phase intermédiaire céleste, juste avant la phase d'accélération luminique, la psyché, la glande pinéale, perçoit tous les tidlés qui suivent le flux du courant électromagnétique de la cage électromagnétique qui enserre le véhicule céleste. Pourquoi Dieu a fait ce réservoir? N'a-t-il d'autres avec d'autres dieux? Ben, c'est pareil, encore, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, ça, c'est des machins, Il y a Voltaire, un écrivain français du siècle des Lumières, qui avait écrit un livre qui s'appelait Micromégas, qui parlait de ça. Micromégas, ça veut dire minuscule géant. C'est-à-dire, on peut en parler pendant 1000 ans. On va dire, oui, Dieu a créé ça, mais il y avait un Dieu encore plus grand qu'il a créé à lui, puis il y avait un Dieu encore plus grand. Ouais. Ça s'appelle l'effet gigogne. On peut y passer 1000 ans à parler de ça, ça ne changera rien. Il faut apprendre la fluidité. Ouais. Il faut apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont. On a un cerveau de sapiens qui ne peut appréhender qu'un milliardième de la réalité. C'est comme ça, il ne faut pas essayer de se poser trop de questions, ça rend malade. Après. Le suivant, ce que j'avais entendu, moi, avec des physiciens, il disait de toute manière, à un moment donné, il faut dire que, par exemple, Dieu, ça part de là. Dieu a toujours existé, il existera toujours, ça part de là. Il ne faut pas dire qui c'est qui a créé Dieu ni rien. Voilà, c'est ce que Locke t'apprend. Voilà. Sa nature tachyonique fait qu'il a toujours existé. Donc, quand on me dit, oui, mais qui a créé le hack? Le hack, personne ne l'a créé, il est autogénéré. Il est incréé, on appelle ça. Tu vas sur Wikipédia, tu vois ce que ça veut dire incréé. Ça veut dire qu'il s'est fabriqué lui-même, qui n'a pas eu une intervention d'un tiers pour être créé. Et incréé, c'est la substance divine. Elle est tachyonique. C'est très dur à intégrer pour un cerveau de sapiens, pour un cerveau de babouins. On est des babouins. Moi, je dis, c'est pas pour rabaisser la race humaine, mais on peut pas appréhender qu'est-ce que c'est le hack, il est tachyonique. Le hack s'écoule dans les deux sens, le temps pour lui. C'est-à-dire, au même moment où vous êtes confronté à l'antéversus, à la fois il remonte en deçà, avant la création, avant tout ce qui peut exister, il est tachyonique, c'est un principe abstrait comme ça. Il a toujours existé. Voilà pourquoi l'antéversus, personne ne l'a créé, il a toujours été là. Par contre, lui, ce réservoir de hack. Alors moi, je fais la forme comme ça, sphérique, comme si le hack était sphérique. Il n'est pas sphérique. Il y a des mecs comme Jean-Pierre Luminet qui expliquent que ça s'appelle des univers chiffonnés, qui expliquent que il faut pas chercher à visualiser une structure à l'univers, elle n'en a pas. L'univers est fractal, il est replié sur lui-même, il est relié à la fois sur l'infiniment grand et l'infiniment petit, et la substance qu'il a créée, tachyonique, elle a toujours été là. Et ça, c'est ça l'émanation de la substance divine, elle est là. Le hack, c'est la substance de Dieu. Donc Dieu, il a toujours existé. Il ne faut pas se poser des questions qui c'est qui a créé Dieu. Dieu, il est incréé, il s'est créé lui-même. Et il s'est créé lui-même de tout temps, il a toujours été là. Et toi, tu dis que c'est le hack, Dieu, voilà. Oui, le hack. Ouais. Non, personne n'a la prétention de dire que c'est Dieu. Les Juifs disent que c'est l'émanation de la substance divine. Dieu, c'est encore notre concept. Donc, on ne peut pas l'appréhender. Donc voilà, au-dessus du hack et de l'émanation de la substance divine, il y aurait Dieu. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Non, on ne sait pas. On ne sait pas, et les gens sérieux, quand ils ne savent pas, ils ne spéculent pas. Oui, c'est sûr. Non, voilà, parce qu'après, sinon, ça devient des histoires de farfelus, et à la fin, tu vas mettre Walt Disney, et tu vas mettre Matrix, et tu vas mettre Avatar, et à la fin, ça devient un grand spectacle de comique. Non, quand tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas, et ça fait beaucoup plus sérieux que d'inventer des conneries. C'est sûr. Lui, alors, Zéroyox, j'ai l'impression de voir certains points aussi dans la réalité, alors que c'est peut-être. Alors dans la réalité, au quotidien, quand tu fermes les yeux, ça s'appelle des phosphènes. Ça s'appelle la persistance rétinienne. Il suffit que tu fixes. Ça, c'est lié à ta rétine. La rétine, elle est concave, comme ça, il y a des photorécepteurs, elle va emmagasiner de la lumière. Elle va la traiter avec le cerveau, avec l'interface qui est là, le lobe occipital. Elle va te restituer des images. Ça, c'est les phosphènes. Mais quand tu es en état de supraconscience, que tu as tes yeux fermés, que tu commences à faire ta phase d'accélération luminique, là, tu ne vois plus
avec ni ta rétine, ni ton nerf optique, tu vois avec ta glande pinéale. Et là, tu peux commencer à voir apparaître les tiglés, les flocons de Haack. Tu les vois clairement. En fait, ils suivent le flux électromagnétique qui le confine, une cage de confinement de Haack. Par contre, si tu les vois alors que tu n'es pas en supraconscience, que tu marches dans la rue, tu vois ce que tu appelles toi des tiglés, à mon avis, c'est plutôt des. C'est des fausses peines. Attention. Mais même pas. Ça, je sais ce que c'est. C'est sur les capillaires des vaisseaux que tu as sur la rétine, c'est des particules d'électricité. Et tu vois, ça fait des petits points lumineux. Comme quand tu fais un gros effort, d'un coup, tu vois les étoiles. En fait, c'est ça. Donc là, ça n'a rien à voir avec le hack, hein, j'imagine. Enfin, les tiglés, là où elles sont caractéristiques et où tu les reconnais de suite, c'est que elles tournent. Elles tournent, mais elles sont contrarotatives. C'est-à-dire une partie. Il y a une partie dans le véhicule céleste où carrément elles se croisent. Il y a une partie où c'est une interfusion où elles se croisent. Mais vers le bas, tu les vois tourner dans un sens, et vers le haut, tu les vois tourner, c'est contrarotatif. Et puis dans le milieu, ça se croise. C'est l'interfusion du Haack, c'est comme ça. Une charge est négative, l'autre charge est positive, donc ça crée une rotation. D'ailleurs, l'Institut Max Planck, quand il a voulu modéliser en 2017, l'année dernière, quand il a voulu modéliser les anomalies gravitationnelles quantiques dans des cristaux de quartz, et bien, quand ils ont rentré toutes les données dans l'ordinateur, ils ont créé cette modélisation. Mais bizarrement, ça ressemble à quoi? À un véhicule céleste. Regarde là ce qu'il dit. C'est bizarre, quand j'arrive à le voir chaque fois, faites un petit effort pour écrire les gars, parce que là c'est. Dans le guide, mais je vais les voir direct, je marche. Pour ça, je n'arrive pas à comprendre la phrase. Ben, je pense que juste même en état de veille, comme ça, en marchant ou n'importe quoi, s'il se met à regarder dans le vide, à se concentrer un peu, il dit qu'il ça, c'est bon signe. Voilà. Ça me le fait. Alors regarde, ça me le fait, c'est-à-dire à l'état de veille. Moi, je suis quelqu'un qui fait tous les soirs entre 1 heure et 1h30 de méditation, donc c'est devenu une seconde nature. Mais à l'état de veille, parfois, il suffit que je bloque quelque chose et que je ne sois pas en train de l'analyser forcément, que je fasse involontairement une petite vacuité cérébrale. La première chose que je vois se superposer à ma vision rétinienne, c'est les tiglés. Un coup, pendant 2-3 secondes, je vais voir l'organisation de mon véhicule céleste autour de moi. Mais il faut qu'il y ait un début, ce qu'on appelle, ce que les Japonais, dans les arts martiaux, appellent le mushin. Il faut qu'il y ait un début de vacuité cérébrale. Mais ce qu'il dit, j'arrive à le comprendre. Comment il le dit? Je me fixer. Ouais, il faut fixer dans le vide, c'est ça. En fait, il y a un monsieur qui explique bien ça. C'est que Julia connaît. C'est le précurseur en Chine du Falun Gong. Alors, tu achètes le livre Le Falun Gong. Et il t'explique qu'il y a une focalisation. En fait, c'est une faculté cérébrale qui arrive à permuter pour les supraconscients et pour les gens qui font de la méditation. Comme c'est pas le même, c'est-à-dire quand tu regardes avec tes yeux organiques que l'image est imprimée sur la rétine, elle va remonter le long des nerfs optiques et elle va passer par des synapses, l'information neuroélectrique va être relayée jusqu'à cette zone occipitale. Alors que quand tu fais des visualisations avec ta glande pinéale, c'est une autre autoroute neuronale qui va mener. Donc, au fur et à mesure, au bout de 5, 6, 7, 8 ans de méditation profonde, c'est vrai que moi, ça m'arrive des fois de permuter entre les deux façons de voir. Et le gars qui est en train de promouvoir le Falun Gong en Chine, là, parce qu'il y a une grosse répression contre eux, il explique que c'est une question de focalisation cérébrale. On arrive au bout de certains temps à permuter sur les deux formes de visualisation. Bonjour Clément et Jean-Paul, lors de l'accélération luminique, je perds conscience, je n'arrive pas. Ah oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Alors, c'est vraiment, il y en a qui ont très peur, il y en a qui perdent connaissance. C'est ce que quand je vois des témoignages de gens qui disent qu'ils sont allés dans l'astral et puis qui te décrivent tout ça comme si ils te décrivent ça comme dans un film de science-fiction. C'est-à-dire, voilà, c'était là, ils visualisent tout en 3D, etc. Alors que c'est pas comme ça. L'accélération luminique, déjà,
Tu ne vois rien. En particulier, ce sont des vortex lumineux. Tu ne fais qu'accélérer de vortex en vortex, de vortex en vortex. Il n'y a rien, il n'y a pas de visualisation. Les seules visualisations que tu vas faire, c'est d'autres véhicules célestes qui empruntent le canal pranique. Bon, les vitesses, quand on te dit c'est la vitesse de la lumière, c'est incommensurable pour une psyché humaine. Donc, quand tu vas accélérer, la sensation que ça te fait, parce que tu ressens les sensations quand tu es en état de supraconscience, tu ressens, tu as tous tes sens en éveil, c'est une expansion de conscience, tu as tous tes sens en éveil. Alors, il y a ceux à qui ça fait très très peur, et il y a ceux qui perdent connaissance, carrément, la psyché, elle se déconnecte, elle dit, dans quoi je suis parti. C'est les gens qui racontent leurs expériences de voyage astral en y mettant un peu de féerie, en disant, regardez, c'est magnifique ce qui m'est arrivé, c'est faux. Au début, ça fait très peur. Ça devient féerique quand tu maîtrises le phénomène. Quand vous parlez de l'occultisme, apparemment, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous ne voulez pas entendre parler, vous pensez que c'est faux, c'est pour autre chose. Non, non, justement, c'est parce que je sais que c'est vrai. Non, non, l'occultisme, je ne pense absolument pas que c'est faux, je sais que c'est vrai, ça existe, et c'est pour ça que je ne veux pas en entendre parler. On appelle ça les mages noirs. Il y a des gens qui utilisent des états de conscience modifiés sur la planète pour faire du mal. Alors, les amalécites. Ouais, les amalécites, ouais, il y a quelques supraconscients aussi mal intentionnés, il y en a qui se servent du quatrième chaudron aussi pour faire de la domination aussi. Le monde où on vit, il n'est pas manichéen. Il y a un peu du bien et du mal de partout. Ce qui l'illustre bien, c'est le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est deux virgules. Une est noire, c'est le yin, l'autre est blanche, c'est le yang. Et tu remarques qu'il y a le quan et le kuei. Il y a deux petites taches qui te font comprendre l'interfusion et l'interdépendance. C'est-à-dire que dans le yang, il y a le kuei, il y a la tache noire, et dans le yin, il y a le quan, il y a la tache blanche. C'est-à-dire que on vit dans un univers bipolarisé où il n'y a pas forcément de bien et de mal. L'humain, il n'est ni bon ni mauvais, il est un mélange des deux. Pareil pour l'accélération luminique, brombissement, c'est bon signe. Lumière, c'est bon signe. Aspiration, c'est bon signe. Je me suis senti toute petite, comme si j'avais l'impression de disparaître. On change de forme. En fait, tu ne changes pas de forme. Tu deviens de plus en plus petite jusqu'à te réduire à un atome. Là, tu attrapes ce qu'on appelle la vision globale, c'est-à-dire une vision périphérique, comme si tu devenais un œil, la yin. C'est pour ça que moi, je marque la yin sauf à or. Quand je parle de la yin, je marque l'œil. Tu deviens un œil minuscule, de la taille d'un atome. Enfin, j'en sais rien, en fait. J'ai pas sorti un pied à coulisse pour mesurer, mais en phase d'accélération luminique, tu ne vois plus tes membres, tu ne vois plus tes jambes, tes bras, tu deviens un atome. Tu vas de plus en plus vite. Le but, c'est que si tu arrives à dominer ta peur, que ton activité neuroélectrique ne remonte pas, tu vas franchir le rideau infrascopique, c'est-à-dire que tu vas dépasser les 300 000 km/s, le mur de la lumière. Et là, tu vas rentrer dans le tachyonique, c'est-à-dire dans l'instantanéité. Tu vas te retrouver, c'est l'ubiquité, tu vas te retrouver pendant cette phase infrascopique dans tous les lieux de l'univers. Le temps va se suspendre parce que dans les tachyons, comme le temps s'écoule dans les deux sens, tu le ressens comme un présent continu. On dirait que c'est figé. Parce que vous avez dit qu'il y a le Mushin. Ça s'écrit Mushin, c'est avec un U, Mushin. Et la bonne supraconscience, il doit exister d'autres états de conscience modifiés. Bien sûr, j'en ai parlé. Et il y a un autre état de conscience modifié qu'on appelle l'état de conscience modifié reptilien. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils parlent des reptiliens, ils pensent que c'est des serpents, des humanoïdes, des espèces d'êtres venus d'ailleurs, comme la Anunnaki. Tout ça, c'est pas ça. C'est des terriens, les reptiliens. C'est des terriens qui utilisent un état de conscience modifié qui est basé uniquement sur l'instinct, la soif de dominer. Il y a le meurtre inclus dedans. Ce sont des gens. Pour t'expliquer l'occultisme, qu'est-ce que c'est? L'occultisme, c'est un mage noir, c'est-à-dire un supraconscient de haut niveau ou un reptilien de haut niveau. Il peut te bloquer le diaphragme. Alors le diaphragme, c'est le muscle qui te sert à gonfler tes poumons. Donc oui, un mage noir, c'est ça l'occultisme. Moi, c'est des gens, lors des marches, moi, je peux pas adhérer. Il y a des gens qui sont capables sur la planète de faire une interfusion mercabique et de paralyser le diaphragme à un être humain et peut le tuer par suffocation. Donc si c'est ça que vous appelez l'occultisme, parce que ça, moi, c'est ça que j'appelle l'occultisme.
Moi, je m'écarte de ça. C'est une mauvaise utilisation des états de conscience modifiés. Entre autres, hein, quand je dis paralyser le diaphragme, ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Hein. Ouais. Après, on a fait. On descend. Parce que vous m'avez dit qu'il y a le machine en bas. Impressionnant. Ah oui, Julia, alors vrombissement, c'est bon signe. Parce que ce qui se passe, au plus ton véhicule céleste va tourner sur lui-même vite, parce que pour qu'il te déplace à la vitesse tactonique, il faut qu'il rentre lui-même à une rotation, c'est vertigineux. Quand tu entends la vibration, c'est juste, ça s'appelle l'infrason. C'est les véhicules célestes, quand ils s'activent, au plus ils tournent vite, au plus ils dégagent deux sons particuliers. C'est un ultrason, un son très 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 aigu. On dirait le son d'un diapason, mais alors vraiment avec 120 décibels. Quoi. Tu n'entends que ça en début de phase d'accélération luminique. Et c'est couplé avec un infrason. Infrason, c'est des sons très graves. C'est des barissons aussi, on appelle ça des sons très 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 graves. Alors, ces deux sons mélangés, on dirait qu'il y a une machine qui démarre. Effectivement, ça fait penser, on dirait, tu sens cette vibration aussi sous toi quand tu es en pas de Massana. Enfin, tu as l'impression que le sol est en train de trembler. Tu sens aussi beaucoup de phénomènes d'électricité statique. Tu as tous les poils du corps qui se redressent, les cheveux qui se redressent. J'ai senti tout ça, moi. Tu recommences à voir la contre-rotation. Tu vois tes tiglés qui commencent à s'organiser. Dans l'une des vidéos, tu dis que nous nous réincarnons tous les 50 jours. Mais en quoi, plante, insecte? Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors déjà, 50 jours, c'est un consensus. C'est-à-dire... les supraconscients, c'est pas des dieux. Moi, c'est pas parce que je fais des séquences supraconscientes que je sais tout. Je sais pas tout. Donc, il y a des choses, par exemple, l'incubation, on appelle ça l'incubation, quand le cube céleste, quand ton véhicule céleste retourne dans l'antéversus pour se recharger, qui fait son incubation. Moi, je sais pas si c'est 50 jours, mais par rapport à d'autres patriarches qui ont plus étudié ce morceau du phénomène et qui ont expliqué que c'était 50 jours. Alors, par recoupement, par consensus, beaucoup de supraconscients disent que c'est une cinquantaine de jours. Comme c'est expliqué dans le bouddhisme que c'est une cinquantaine de jours, le Vahana qui va se recharger. Comme chez les Tibétains, le Vajra, ils disent que c'est une cinquantaine de jours. Comme les taoïstes sur le Tianlong, ils disent à peu près pareil, c'est une cinquantaine de jours. Par consensus, tous les supraconscients de la planète ont dit c'est 50 jours. Maintenant, si vous me demandez à moi, est-ce que c'est 50 jours? Je dis ça, j'en sais rien, j'ai pas étudié ce morceau du phénomène, je suis pas encore mort. Je peux pas dire si ma mère Kabbalah, enfin, je suis déjà mort, mais dans cette incarnation, je pourrais pas encore vous répondre. Je sais pas, c'est par consensus qu'on dit 50 jours. J'ai même pas cherché à étudier si c'était vrai ou faux, parce qu'il y a des aspects de ce phénomène qui m'intéressent plus que d'autres, et ça m'intéresse pas spécialement. Et du coup, alors, tout ce qui est discussion avec les morts, tout ça, ça peut rien dire, quoi. Si au bout de 50 tu peux discuter avec les morts, mais tu discutes avec, c'est-à-dire tu meurs. Je te donne un exemple, tu meurs. Ton véhicule céleste va retourner dans l'antéversus, va se recharger, donc une période entre 50 et 60 jours, par consensus on dit une cinquantaine de jours. Là, il ne faut pas te contacter, ça va perturber ton incarnation future. Ça va créer, c'est comme ça de toute façon qu'il y a des incidences, qu'on crée des psychopathes, etc. Ça crée même des infirmes, il y a des problèmes après dans ton organisation biologique. C'est tous les gens qui s'amusent à faire ça, ça crée des incidents karmiques. Mais par contre, dans 3 ans après le décès, 4 ans après le décès, 5 ans après le décès, je peux prendre contact avec toi. Et les gens qui vont être attablés ou qui vont attendre des nouvelles, que je donne des nouvelles de toi, si tu vas bien, etc. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es réincarné. Donc, quand les gens demandent des questions à des médiums, ils disent, vous avez posé la question en état de supraconscience, est-ce qu'il était bien? Le gars répond, c'est son enveloppe merkabique, c'est son véhicule céleste qui va répondre au véhicule céleste de la personne qui demande, mais il reste, le véhicule céleste garde la mémoire fossile de l'ancienne incarnation, donc elle va répondre des choses qui tapent juste. Oui, les gens veulent savoir comment il s'appelait le petit chien. Alors, si tu dis le nom du chien, Toby, l'autre il va dire putain, c'est ça, c'est ça. Tu parles pas avec un mort, tu parles avec quelqu'un qui est réincarné déjà.
Et la mémoire mercabique, la mémoire de son véhicule céleste, donne toutes les informations que le gars a envie de répondre. Mais il est incarné déjà, cette personne est incarnée. Ce mort ne peut pas donner des informations de l'avenir, il ne peut pas dire que de ce qu'il a été. Non, sur l'antéversus, il y a un effacement de mémoire. Voilà, sinon tous les gens garderaient la mémoire de toutes leurs incarnations successives. Notre cerveau, la matière grise, elle ne serait pas apte à recevoir autant d'informations. On grillerait, quoi. Enfin, je veux dire, ça ne serait pas viable. Donc, on est reformaté à chaque fois, on est remis à zéro. Tu gardes ta spiritualité, tu vas garder ton sens analytique, tu vas garder ton émotionnel, tu vas garder ton instinct, mais tout ce qui constituait ton identité actuelle, Clément, etc., ça va tout partir à la poubelle, ça. Tu seras le même, mais sous une autre identité, sous une forme nouvelle. Bonjour, a-t-on le choix d'arrêter le cycle des réincarnations? Bien sûr que tu peux. Bien sûr que tu peux. Parce que quand tu fais des séquences supraconscientes et que tu as la chance de traverser le rideau infrascopique, que tu vas te diluer avec l'émanation de la substance divine, donc avec le hack, tu t'aperçois que la vraie vie, elle est là-bas. Donc il y en a qui décident de cesser leur incarnation. Alors pour cesser, c'est facile, la recette, c'est le détachement. C'est tu manifestes ton envie à ton véhicule céleste de ne plus te réincarner. Et si lui ressent vraiment dans ta psyché que c'est réel, que c'est vraiment un désir mûrement réfléchi de dire voilà, je cesse, je ne veux plus me réincarner dans la chair. Moi maintenant, je comprends que la vraie existence, elle est dans l'antéversus. Eh bien, tu seras exaucé. On appelle ça la fin du samsara. Tu brises le cycle maléfique des réincarnations. Qui te dit, qui t'oblige à te réincarner comme ça. C'est personne. Les consciences mercabiques dans l'univers, il y a des psychés qui ont plusieurs milliards d'années d'existence. C'est-à-dire, elles ont décidé de garder leur psyché telle qu'elle est, intacte, jusqu'au bout de l'évolution mercabique. Elles sont passées par le stade organique, sont passées par le stade semi-éthérique, et puis elles sont devenues des consciences mercabiques. Et c'est le stade ultime de l'évolution dans notre univers de cause à effet, mais dans l'antéversus, non. Il faut cesser même cet attachement à la psyché, à cette forme de conscience. Il faut renoncer à tout pour aller se diluer dans l'antéversus. Chaque chose émet une vibration. Il y a des dessins, des objets qui sont plus chargés en énergie radionique, peut-être nuage. Radionique, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais oui, la configuration des objets peut jouer sur la vibration, bien entendu. Il n'y a rien de plus résonnant qu'une pyramide à 4 faces. Julia, ou un octaèdre, c'est-à-dire une pyramide et son antéversus inférieur. Une pyramide posée sur une pyramide à l'envers. Ça, c'est la caisse de résonance maximum. Julia elle avait posé cette question, je vois qu'elle la repose, ça doit la tracasser, donc peut-être c'est en bleu. C'est vrai, ça, que l'âme choisit ses parents avant de s'incarner dans une nouvelle naissance ou c'est automatique dans le hack. Je sais pas, quand je sais pas, je vais pas répondre, je sais pas. Par contre, ça, c'est les musulmans qui prétendent ça. Les musulmans disent que c'est le non-être encore manifesté qui va choisir ses parents. Tout ce qui est famille d'âme, tout ça, c'est quoi? C'est vrai, ça? Famille d'âme, tout ça, il y en a qui, soi-disant, on se reconnaît parce qu'on a déjà vécu des choses dans notre vie. Alors, dans cette vie-là, quand tu croises quelqu'un, tu as l'impression que tu l'as toujours connu. Ben oui, bien entendu, parce que les véhicules célestes marchent par affinité, sont comme nous. Les véhicules célestes, il y a une trentaine de véhicules célestes qui ont décidé de traverser des milliards d'années ensemble, ils resteront ensemble par affinité, c'est exactement comme nous. Et bien entendu que tous les êtres qui vont recréer d'incarnation en réincarnation, ils auront l'impression de se connaître, mais ils se connaissent depuis des millions d'années. Bien sûr qu'ils se connaissent. Toutes ces expressions de déjà vu, tout ça, c'est juste on appelle ça les réminiscences merkabiques. La Merkaba, elle a tellement vécu de choses, et ta psyché a tellement vécu de choses avant d'être remis à zéro. Tu en gardes toujours des réminiscences. Et ta Merkaba aussi, elle a toutes les informations, elle les a gardées. On a quand même un débat avec Nicolas Fraisse. Nicolas Fraisse, c'est un monsieur très intéressant. C'est un vrai décorporé, je le confirme, c'est un vrai voyageur astral. Par contre, ce n'est pas un merkabiste. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a trouvé le chemin du luminique, de la phase d'accélération luminique, il sait le faire, mais il n'a pas compris que ça va dans l'antéversus, il n'a pas compris qu'il y a une finalité à tout ça,
Il n'a pas compris non plus que quand il explique, quand il dit il y a des lumières qui s'agitent autour de moi, qui tournent, etc., qui font ci, ça, j'ai senti des vibrations et tout, il ne comprend pas que c'est son véhicule céleste, c'est l'organisation de son véhicule céleste autour de lui. Donc oui, c'est un bon voyageur astral, mais c'est un piètre mercabiste. Il a privilégié Eka, la science mercabique, mais il a négligé Sia, la connaissance et l'intuition. Il faudrait qu'il étudie un peu à côté comment ça fonctionne, comment son véhicule céleste fonctionne. Parce que lui, il est persuadé que c'est lui qui fait des décorporations. Il pense que c'est une espèce de double éthérite qui s'en va quelque part. C'est faux, c'est son véhicule céleste qui transporte une partie du hack de son système cérébrospinal. Il n'a pas encore compris certaines subtilités sur le fonctionnement. Après, s'il veut parler avec moi, Nicolas Fraisse, moi, ça me ferait plaisir. Hein. Moi, toutes les séquences qu'il a décrites d'accélération luminique, elles sont vraies. Il ne ment pas, c'est un vrai voyageur astral. Vous parlez de l'identité, on en avait déjà parlé, mais je voudrais que vous détailliez. Je viens de l'expliquer, Hyundai. Alors Bob, c'est-à-dire si Bob meurt, là, ce soir ou demain, malheureusement, tout ce qui compose Bob, c'est-à-dire son sens analytique, la manière dont il effectue des problèmes de calcul, des mots croisés, tout ça, son sens analytique va demeurer. De son côté, ça c'est le troisième creuset. Le deuxième creuset, l'émotionnel, va demeurer. Les sentiments, la prochaine incarnation aura la même manière d'appréhender les femmes, les enfants. Le côté émotionnel va rester. Le côté instinctif, dans le premier creuset aussi, va demeurer. Le côté spirituel, en dessus du crâne, va demeurer aussi. Mais par contre, Bob aura cessé définitivement d'exister. Sous cette apparence et avec ce nom, il n'y aura plus de Bob jamais. Par contre, tout ce qui composait l'entité organique, neutre, à l'intérieur, c'est éternel. D'une certaine manière, ce qui nous constitue est éternel. C'est là depuis l'aube des temps. Par contre, les identités ponctuelles, les Bob, les Jean-Pierre et les Célestins, ils ont une durée, un espace-temps court. C'est 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et cette identité-là, tu la perds définitivement. Par contre, tout ce qui te constitue, c'est juste si tu changes, c'est comme si tu changes d'habit, en fait. Tu te défais de tes vieux habits, tu les brûles, tu en mets de nouveaux, ils seront d'une autre couleur, mais tout ce qui te constitue, ça reste. Et il dit Riox, mais si on se dilue après, tu penses que tout est fini, rien n'est immuable? Non, mais se diluer dans l'antéversif, ça ne veut pas dire que... Tu te dilues 3-4 fois par semaine. Mais bien sûr, moi j'y vais. Ça ne veut pas dire que tu ne perds pas ta conscience. C'est pas le néant, c'est bien au contraire. Tu es dans un état de félicité, on appelle ça. Tu te déplaces de partout à la vitesse tachyonique, c'est-à-dire tu as un battement de cils, tu peux traverser... Comme l'antéversus, c'est dur à expliquer, mais l'antéversus n'est pas un endroit, c'est un au-delà, c'est pas un endroit géographique, c'est un autre espace-temps. Mais l'antéversus, il est interfusionné avec notre réalité. C'est pas quelque part, c'est avec nous, mais dans un autre espace-temps. Donc, quand tu es dans l'inframonde, quand tu te dilues dans l'inframonde, tu es partout à la fois. Tu fais partie de l'univers. Tu gardes une forme de conscience modifiée qui n'est pas la même conscience qu'à l'état de veille, mais c'est pas le néant, c'est pas la cessation de tout. On appelle ça une dilution. Tu dilues ta psyché avec la substance de Dieu. C'est pas une fin en soi, c'est au contraire. Il n'y a rien de mieux pour une psyché que de se diluer dans l'antéversus. L'arme bleue. Mon peu d'expérience, Marc Carbonnier, mon peu d'expérience avant de sortir, je sens les vibrations, une pression derrière la nuque et des claquements comme un fouet afin de continuer. Ah bon, alors claquement derrière la nuque, ça veut dire que tu as une stagnation dans le troisième creuset. C'est-à-dire que c'est bloqué dans le bulbe rachidien. Bon, là, tu as le cerveau archaïque, le bulbe rachidien, et puis il y a la moelle épinière, le système cérébrospinal, il est fait comme ça, il y a une moelle épinière, il y a le bulbe rachidien, il y a le cerveau archaïque qui entoure tout ça, après il y a le cortex et le néocortex, ces trois tranches. Le fait que tu aies mal au bulbe rachidien, ça veut dire que la progression de ton hack est incomplète. Il faut que tu apprennes à l'évacuer dans le quatrième creuset qui est éthérique, c'est une sphère qui est au-dessus de la tête. Ah ben,
monter l'énergie du premier creuset, il faut faire cesser l'instinctif. Donc, tu cesses de penser à faire pipi, à tes besoins naturels, tu chasses l'agressivité, tout ça. Pour faire monter le creuset émotionnel, tu cesses l'attachement émotionnel. C'est-à-dire, tu ne penses pas à ta petite amie, à tes enfants. Et là, l'analytique, il faut faire cesser la petite voix intérieure. On appelle ça la cessation du monologue intérieur. Il faut apprendre à plus se poser de questions. Tu fais un recentrage. Tu ne te poses plus de questions à toi-même sur ce qui est passé ou sur le futur. Tu ne cherches surtout pas à analyser ce qui va se passer en phase d'accélération luminique. Ça va faire cesser sinon l'expérience. Donc en fait, c'est ce qui te bloque ici dans le bulbe rachidien, c'est ton petit monologue intérieur. Tu n'arrêtes pas de te poser des questions et ça, c'est un frein à l'expérience. Ouais, c'est pareil pour moi. Quel conseil pour réussir les sorties hors du corps? Je viens de l'expliquer, ça c'est qui? Fabrice Saint-Albin. Ouais. Alors, cette histoire, je vais revenir aux chaudrons taoïstes, qui sont pareils que la Kundalini, mais moi je préfère l'appellation chaudron taoïste. Parce que la Kundalini, ouais, et puis surtout, ça a été employé par des gens que j'aime pas trop, les théosophes, les anthroposophes, les néo-nazis, tout ça, le vril et tout, c'est associé à ça maintenant, ça me plaît pas d'en parler. Pourtant, c'est issu de ma discipline de Yogacara, et le Kundalini, maintenant, je l'emploie plus ce mot, parce que tellement il a été perverti. En fait, la Kundalini, ça veut dire enrouler Kundal. C'est une énergie qui est levée dans le sacrum, c'est une énergie qui ne se voit pas, c'est du axe, elle ne se voit pas. Elle est fusionnée avec l'électricité et le magnétisme du système cérébrospinal. Donc l'activité neuroélectrique entre les synapses, le HAC est fusionné avec cette énergie électromagnétique. Et la Kundalini, c'est dans le Yogacara, dans la discipline du yoga, les yogis apprennent à faire dérouler cette énergie. Donc ils ne parlent pas que c'est un chaudron. Ils disent elle est logée dans le sacrum, on va la faire remonter le long de. Il parle de chakra, de disque. Il parle de disque de rotatif énergétique. Bon, moi je préfère utiliser les chaudrons parce que comme ça on ne parlera pas de Kundalini et c'est pareil. Alors le but pour faire une décorporation, c'est de se décontracter musculairement. Décontraction musculaire, ça ne veut pas dire relâchement musculaire, hein, ça veut dire de maintenir quand même une certaine tension musculaire pour tenir son asana, sa position du lotus, sans qu'il y ait de contracture, sans qu'on soit gêné par les muscles. Ensuite, par le contrôle respiratoire avec une respiration fluide, on appelle ça le fil de soie. C'est-à-dire, c'est comme si tu déroulais un fil de soie du fond de ta gorge, comme ça. Il ne faut plus entendre le son de sa propre respiration. Un gars qui a un bon contrôle respiratoire, tu ne l'entends pas respirer. En plus, il respire très lentement. Il a une respiration par minute à peu près. Il fait durer 30 secondes d'inspiration et 30 secondes d'expiration. C'est un rythme comme ça. C'est ça le contrôle respiratoire. Donc, la décontraction musculaire, plus un bon contrôle respiratoire, plus une discipline de vacuité cérébrale, c'est-à-dire apprendre à ne penser à rien. Alors, à partir de là, l'énergie, elle le fait toute seule. C'est pas toi qui vas commander au HAC, à l'énergie de remonter le long des 4 chaudrons. Ça se fait automatiquement. C'est si la décontraction musculaire, le contrôle respiratoire et la vacuité cérébrale sont bien exécutés, l'énergie, le HAC, ça lui laisse une autoroute pour remonter jusqu'au 4e creuset. C'est-à-dire ça se fait automatiquement. La décorporation, c'est pas moi qui la génère, elle se fait toute seule. Mais il faut la préparer. Décontraction musculaire, contrôle respiratoire, vacuité cérébrale. Et la circulation d'énergie, elle se fera automatiquement. Ensuite, ça, il faut l'expulser dans le 4e creuset, parce que c'est ça qui va partir dans le canal pranique. Le corps, il va nulle part. J'entends parler des fois de double éthérique, comme s'il y avait... c'est faux, ça, il n'y a pas de double éthérique. Il y a pas plusieurs corps, hein, ça c'est... Mais c'est il faut arrêter avec tout ce qui provient de la théosophie, de tous ces machins comme ça, c'est du flan au caramel. Non, il y a une phase hypnagogique, et ensuite il y a une phase luminique, ensuite il y a une phase infrascopique. Et pour induire ce processus, ces 3 étapes, il faut qu'il y ait une bonne décontraction musculaire, un bon contrôle respiratoire et une bonne vacuité cérébrale. L'arrêt est la manière de descendre son activité neuroélectrique. Et là, les décorporations se font automatiquement. C'est encodé dans l'ADN de tous les humains. Il n'y a rien, en bleu. Quand tu voyais les Merkaba, à quoi ressemblent celles qui sont le plus évoluées? On dit que c'est des Métatrons. Oui, c'est des Métatrons. Ouais, c'est ce que les juifs kabbalistes appellent des Métatrons. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, c'est Zeriox.
Pour te donner un exemple, Zeriox, le véhicule céleste de Clément, qui n'a jamais fait de syntonisation, qui n'est jamais vraiment rentré en résonance avec son propre véhicule céleste, il tourne assez lentement, la contre-rotation est assez lente, et il est assez restreint, c'est-à-dire il va avoir 3 mètres ou 4 mètres de rayon, donc ça te fait à peu près 6-7 mètres de diamètre, et ça tourne très lentement. Les véhicules célestes avec un supraconscient, c'est différent. Le champ mercabique est beaucoup plus large, la contrarotation est beaucoup plus rapide, le véhicule céleste est beaucoup plus flamboyant, il émet beaucoup plus de lumière. Mais c'est rien par rapport aux consciences mercabiques. C'est-à-dire une conscience mercabique que tu appelles un métatron, ça existe, c'est ça, on dit comme ça. Tu peux dire une conscience mercabique ou un métatron. L'amplitude, c'est gigantesque. Quand tu approches, tu as peur même, quand tu es en état de supraconscience. Quand tu vois une conscience mercabique s'approcher de toi, ça fait peur. Il faut apprendre à fusionner avec, il faut franchir le pas. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un cube dressé. Alors, je ne sais pas si tu connais le phénomène stroboscopique, on appelle ça la stroboscopie. C'est comme si contrarotatif, ça tourne dans les deux sens. Par moment, tu vois juste une rotation, mais par moment, par stroboscopie, tu vois la structure polyédrique qui est à l'intérieur. On appelle ça le noyau mercabique. Alors, si tu veux, il y a une grosse enveloppe électromagnétique, contrarotative. Ça fait des flux d'énergie électromagnétique comme ça, qui tournent. Je ne sais pas si tu l'as vu déjà, ça ressemble un peu à la ceinture de Van Allen. C'est une ceinture torique comme ça. Ça, c'est le champ électromagnétique mercabique. Ensuite, il y a le noyau mercabique à proprement parler. Ce sont des polyèdres, on dirait des diamants taillés. Et si tu veux savoir la couleur, ça ressemble à de l'iridium, au métal iridium, ou à de l'opale iridescent, la pierre opalescente. En fait, on dirait l'intérieur d'une huître, c'est nacré comme ça. On y a répondu ça, Julia. Est-ce possible de contacter un défunt proche qui est déjà réincarné actuellement? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, non seulement pour ceux qui savent bien manipuler la supraconscience, non seulement tu peux parler avec ce qu'il fut, ce qu'il a été, donc voilà. tu parleras avec l'empreinte fossile de son ancienne personnalité, mais tu pourras aussi parler avec ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, c'est comme ça que les bouddhistes vont à la pêche des réincarnés. Parce que dans le bouddhisme Mahayana, dans le Vajrayana, dans l'Hinayana, on peut remonter à la source des patriarches, on peut retrouver des patriarches qui sont morts et on peut retrouver leur réincarnation. Les taoïstes aussi le font. Alors tu peux bien sûr, non seulement tu peux parler avec la personnalité fossile qui est encodée encore dans le véhicule céleste, mais en plus, si tu as un bon lien avec ton propre véhicule céleste et qu'il te permet de remonter jusqu'au véhicule céleste concerné, tu peux le retrouver sous sa nouvelle incarnation. Est-ce possible? Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu parles d'un défunt en particulier ou est-ce que c'est une question en général? Parce que si tu parles d'un défunt en particulier, le jour où tu sauras maîtriser tes séquences supraconscientes, tu pourras retrouver son incarnation actuelle. Alors des fois, ça te coûtera un billet d'avion parce qu'il se peut qu'il soit au Japon, il se peut qu'il soit aux USA, il se peut qu'il soit. Ouais, mais à la vitesse tachyonique. Non, tu peux le retrouver en chair. Tu peux le retrouver en chair. Bien sûr, sa nouvelle incarnation, s'il est aux USA, tu prends un avion et tu vas le retrouver. Mais lui, il saura qu'il non, il ne saura rien, il ne comprendra pas ce que tu lui veux, mais au fur et à mesure, en lui expliquant, tu peux l'amener à comprendre. Qui a vu le film Little Buddha? Little Buddha, ça traite de ça, de la réincarnation d'un ancien lama en un corps d'un enfant. Et puis les lamas viennent à la rencontre de l'enfant. Ils lui disent, voilà, tu as été mon ancien maître. Le petit ne comprend pas pourquoi, mais il a décidé. Donc les parents sont obligés de s'apercevoir que le petit, c'est un supraconscient. Alors moi, je conseille d'aller voir Little Buddha. En plus, ça remonte toute l'histoire de Shakyamuni, Siddhartha Gautama, du Bouddha Mahayana, du bouddhisme Mahayana. Et oui, donc quand tu dis, est-ce qu'il est possible de contacter un défunt déjà proche ou incarné? Alors quand tu veux le contacter, tu contactes, donc je vois si j'ai bien compris. Bon, Bob est mort. Bob est mort il y a 1 an. Mais Bob s'est réincarné depuis 1 an. Et il vit aux USA. Et toi, tu crois, le gars, il fait sa séance, il croit rentrer en contact avec un mort.
Il n'est pas en contact avec un mort, il est en contact avec la Merkaba de Bob qui est vivant, réincarné, et qui a 5, 6 ans, 7 ans, le temps de sa nouvelle incarnation. Alors, s'il lui pose des questions, là, le Bob, il ne sait même pas qui c'est qui lui pose des questions. Du coup. Le Bob, il ne sait pas ce qu'il lui pose des questions, mais il ne sait même pas que tu rentres en contact avec lui. Quand tu poses des questions, c'est sa Merkaba qui répond, Clément, c'est pas le petit. Oui. C'est une Merkaba qui rentre en contact avec une autre Merkaba, lui dit, ça va, tu vas bien? Et la Merkaba va lui dire, oui, il va bien, il est réincarné aux USA actuellement. Est-ce que tu veux que ton entité organique rentre en contact avec lui? Les deux véhicules célestes s'arrangent, et le supraconscient, sa propre Merkaba va lui dire, voilà, je l'ai retrouvé. Il est aux États-Unis, il est à Boston, dans telle ville, à telle rue. Et là, le gars, s'il a envie, il prend l'avion, il va voir Bob réincarné. Mais c'est un enfant. C'est ce qui est arrivé à Stéphane Alix, le journaliste. Il raconte ça. Mais c'est arrivé des centaines de milliers de fois sur la planète. Ce n'est pas un phénomène ponctuel. Les patriarches mayanistes, inayanistes et vajrayanistes, et même les taoïstes, dans le Tianmu, ils retrouvent les gens réincarnés. C'est-à-dire un supraconscient, son père meurt, il le retrouve sous la forme d'une forme nouvelle, un enfant au Congo, aux USA, en Australie. Bien sûr qu'on peut, on peut rentrer en contact, mais il est réincarné, il faut se le dire. C'est plus lui, il aura une enveloppe différente. Mais par contre, sa Merkaba qui contient son instinctif, son analytique, son émotionnel, son analytique et son spirituel seront les mêmes. Peut-être que justement, c'est là que l'enfant, quand il va grandir, cet homme qui a connu son ancienne incarnation va dire putain, il va retrouver tout comme il fonctionnait son père. Mais ce sera la forme de l'enfant. Il va dire regarde comment il met ses lunettes, comme papa. Regarde comment il fait son lit, comme papa. Regarde les tics verbaux qu'il a, comme papa. Mais ce ne sera plus la même enveloppe. D'accord. Mais c'est le même sinon, ce sera la même personnalité. Est-ce que c'est plus clair? Moi, c'est clair, là, c'est bon. Lao Tzu, il s'appelle, lui, carrément. Lao Tzu. Tu sais ce que ça veut dire, Lao Tzu? Bonjour, c'est quoi le nom du dragon céleste? Lung ou Tian? Non, c'est Tianlung, dragon céleste. Tian, T-I-A-N-L-U-N-G, Tianlung. Je ne le trouve pas sur Internet. Lao Tzu n'en parle pas. Ah, Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, il faut savoir le déchiffrer. On appelle ça les sentences mystiques, il faut savoir les déchiffrer. Si tu ne sais pas les déchiffrer, tu n'entendras rien au Tao Te Ching. Alors on dit Tianlung, dragon céleste. Tianlung, T-I-A-N, tréma, L-U-N-G, Tianlung. Mais dans le voyage astral, on peut voir le monde aussi bien à la place et voir à travers un animal qu'un humain. Du coup, l'expérience est différente. Oui. Tu peux faire de l'interfusion mercabique même dans un animal. Ça arrive même avec des oiseaux. En fait, l'interfusion mercabique, tu peux la faire même avec des plantes. Si tu as envie, tu fais une interfusion même avec un baobab si tu as envie. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que même les végétaux ont des véhicules célestes, ils sont statiques. Il y a une conscience mercabique autour. C'est pour ça qu'on dit que les plantes ressentent quelque chose. Tu dis que dans le hack, tu n'as répondu qu'à 70% des questions de ton avis, pourquoi le reste était caché? Non, c'est moi. C'est moi qui dis, non, c'est pas 70, c'est peut-être plus, ou le ratio, je ne le connais pas, j'en sais rien. Le hack ne répond pas à toutes les questions. Tu peux te rouler par terre, tu peux poser la question 3 ou 4 000 fois. Il y a des choses... alors les chrétiens, ils disent les voies du Seigneur sont impénétrables. Le hack va répondre à énormément de choses. Mais il y a une frontière à pas dépasser. Voilà, par exemple, une des questions au hack que tu ne peux pas poser, c'est pourquoi tu construis des univers de cause à effet qui habitent de l'intelligence? Donc pourquoi tu fais des univers habités avec des êtres à l'intérieur? Il ne répond pas à personne, ni aux taoïstes, ni aux bouddhistes, ni aux supraconscients mystiques occidentaux. Aucun n'a eu la réponse. On n'arrive pas à savoir pourquoi le hack produit des espaces-temps habités de conscience. On ne sait pas. Le voyage astral, personnellement, oui. D'ailleurs, moi, pour répondre à Zeriox, quand tu dis qu'on peut se projeter une conscience mercabique dans un animal, ça fait partie, moi, de l'ascendance. Moi, je suis d'origine corse, et en Corse, surtout en Balagne, dans la région de mes ancêtres, on appelle ça les mazzeri, c'est les massiers, qui sont des chamans. C'est parce que les gens ne le savent pas, mais la Corse est le seul territoire chamanique d'Europe.
Je te garantis que tu peux acheter des livres d'ethnologie, de sociologie, de tout ce que tu veux. Ce que je te dis, c'est la réalité. Par les sociologues, les ethnologues, les anthropologues, les historiens, la Corse est la seule île en Occident, le seul territoire occidental chamanique. Donc en Corse, c'est vrai, les Mazères, ils se servaient de cette faculté pour se rentrer en fusion avec la Merkaba d'animaux, de chevreuils, de sangliers. Bref, ça c'est encore une autre histoire, ça remonte au néolithique, là on remonte à l'aube des temps. Lorsque j'ai eu des corporations de surprise dans ma chambre, j'ai eu une sorte de rayon de lumière brillante, ça scintille comme un feu d'artifice de couleur, j'ai un blanche à éclairer la pièce. Oui, ça c'est le noyau mercabique. Ben, c'est normal et c'est bon signe tout ça. Le rayon de lumière brillante, c'est bon signe. Est-ce pour produire de l'amour amouriaque? Oui, on peut le coupler ça. Il y a une forme de compassion, d'amour dans le hack. Alors il faut se dire que là quand même il est polarisé, c'est-à-dire il est neutre. Hein. C'est l'interfusion parfaite des deux polarités, du plus et du moins. C'est-à-dire le hack n'est pas polarisé, il est neutre à 100%. Malgré tout, la psyché d'un sapiens sapiens, elle le reçoit comme un bien, elle le ressent comme un bien inconditionnel. On parle du neutre de Dieu là. Le neutre de Dieu est perçu comme du bon chez un sapiens. Merci pour Tianlong. Pourquoi tu ne retiens pas d'informations une fois que tu retournes de l'inframonde? Pourquoi tu oublies par exemple que tu as appris là-bas comme fabriquer un vaccin? Non, quand je dis fabriquer un vaccin, c'est un exemple que je donne parce que certaines personnes me disent ah ben si tu vas dans l'antiversus, que tu as accès au savoir absolu, pourquoi tu n'en ramènes rien? Alors moi je dis des fois oui c'est vrai, ça serait bien de pouvoir en ramener le vaccin contre le sida ou quelque chose comme ça, mais mon cerveau n'est pas configuré pour. La matière grise d'un cerveau humain ne peut pas ramener le savoir absolu de l'antiversus. Le cerveau exploserait, on ne peut pas charger autant d'informations. Donc on en ramène des informations comme ça un peu parcellaires, et puis c'est surtout pas ça, c'est pas technologique, c'est plus du spirituel. Le hack t'apprend à ne plus redouter la mort, t'apprend à la lignée des réincarnations, tu as une autre vision de la vie après. Mais après, c'est la fluidité, il t'apprend à prendre les choses telles qu'elles sont. L'incité des choses, ça s'appelle dans le bouddhisme et dans le taoïsme, on appelle ça la fluidité. Le hack t'apprend à pas trop te poser de questions. Peut-on faire des régressions de vie antérieure tout seul, sans accompagnement? Oui, bien sûr, moi ça a été mon cas. Moi, je suis un supraconscient, mais c'est fortuit. C'est-à-dire, je ne savais pas que ça existait. Moi, je suis rentré dans une politique de faire du tai chi, du yoga, parce que je faisais des arts martiaux à l'époque. J'ai fait tout un tas d'arts martiaux. Bon, allez, on va parler de l'aïkido. Et à l'aïkido, c'était pour améliorer mes capacités, parce que j'avais entendu parler qu'il y avait des états de conscience modifiés qui amélioraient les réflexes, l'acuité visuelle, l'endurance, etc. Mais je ne pensais pas que ça allait ouvrir ce genre de perspective. Quand je suis rentré dans le Qigong, dans le contrôle respiratoire et dans le Yogacara, c'est-à-dire pour atteindre cet état qui améliore un peu les capacités physiques, que les Japonais appellent Mushin, je ne pensais pas que j'allais atteindre le Satori, moi. Je ne pensais pas que j'allais aller jusqu'au bout de ce processus. Donc voilà, moi c'est fortuit. J'ai fait des régressions, bien sûr. Alors moi j'ai une incarnation qui me colle à la peau, je ne sais pas pourquoi. J'ai une incarnation qui date de la fin du 19e siècle, on est dans les années 1880. Je ne sais pas pourquoi, je reviens souvent dans cette incarnation. J'ai carrément en état de supraconscience, je vis des séquences de 30-40 secondes. Je suis dans la peau de mon ancienne incarnation au 19e siècle, vers le Champ de Mars à Toulon. Alors je ne sais pas pourquoi ce quartier en particulier. Je vois toujours cette espèce de grande verrière avec les calèches dessous, avec cette espèce, parce que c'était pas urbanisé à l'époque. Le Champ de Mars à Toulon, c'était une vaste étendue de terre avec un relais de calèches. Les premières habitations, elles étaient loin vers Saint-Jean-du-Var. Et après, ça démarrait au boulevard de Strasbourg. C'était une espèce de no man's land, le Champ de Mars. Va savoir pourquoi, en état de supraconscience.
très souvent, je fais des séquences de mon ancienne incarnation. J'en ai fait d'autres, je suis remonté assez loin dans le temps. Il y en a qui s'amusent à faire toute la lignée de leur réincarnation. Tu peux le faire. Moi, ça m'a amusé pendant un an et demi. Après, j'ai cessé. Mais là, tu es dans quel état? Dans le céleste, là? Quand tu fais ça, ou tu es dans le céleste quand tu fais ça, non? Non, mais même là, ça n'a rien à voir avec le céleste. Là, on parle de monde infrascopique. C'est-à-dire que pour voir la lignée de tes réincarnations, il faut aller carrément dans l'antéversus. C'est pas dans le céleste. En plus, le céleste, chaque fois que tu me poses la question, tu n'y arriveras pas à comprendre qu'est-ce que c'est le céleste. Pour comprendre ce qu'est le céleste, il faut avoir fait de la supraconscience. Là, si je mets 3 mois à t'expliquer ce qu'est le céleste, c'est un enchevêtrement entre les réminiscences, entre le début de la phase d'accélération luminique, entre tes propres souvenirs, ta propre mythologie. Il faut faire le tri dans le céleste. Je n'arriverai pas en 3 jours à t'expliquer ce qu'est le céleste. Par contre, un jour, si tu inities une phrase supraconsciente, tu sauras faire la différence. Tu sauras qu'entre l'hypnagogie et la phase d'accélération luminique, il y a une phase intermédiaire qu'on appelle la phase céleste. Mais je ne pourrais pas te l'expliquer là, parce que le ressenti et les paradoxes qui sont ressentis dans les phases célestes ne sont compréhensibles que par des supraconscients. Merci beaucoup pour ce live, super intéressant. Merci Fabrice Saint-Albin. Que signifie AKH? AK? Ah ben c'est le nom que j'utilise pour nommer la force vive. Là, je réponds à Julia. Le Ak, il y a 5000 et quelques années, chez les Égyptiens anciens, c'était le nom. Alors en fait, les Égyptiens anciens avaient compris que l'univers était bipolarisé. Ils appelaient le bas, c'était la polarité positive. Alors, le bas, le hiéroglyphe, c'est un oiseau avec une tête humaine. Ils avaient compris qu'il y avait le Ka. Là, le Ka est négatif. Le Ka, c'est un hiéroglyphe avec un personnage qui tient les 2 bras levés comme ça. Et le Ak, qui est une aigrette, qui est un oiseau coiffé du pschent de l'Égypte, de la Haute et de la Basse Égypte. Donc cette aigrette qui représente le Ak, en fait, c'est la fusion du Ba et du Ka. Alors d'ailleurs, le Ka-Ba, qui est la force du Ak dans notre univers bipolarisé, le Kaaba est resté un symbole religieux chez les musulmans. La Kaaba, la Mecque, qui est un édifice pré-islamique, donc qui date d'avant le prophète, représente le cube. Bon, en vrai, un cube céleste, il est dressé sur une pointe, il est contrarotatif, il est dressé sur une pointe. Mais la Kaaba représentait un cube. Et le Ak, c'est le nom que donnaient les Égyptiens anciens à la Kaaba polarisée. C'est le Ka et le Ba, l'interfusion du Ba et du Ka, ça donne du Ak. Est-ce que toutes ces expériences ne sont pas une hallucination du cerveau qui est proche de la mort? Peut-on vérifier la réalité du Ak et de l'antéversus? C'est le même problème avec les NDE. Non, ça n'a rien à voir. L'antéversus a une réalité. Alors, si tu veux savoir la réalité de l'antéversus, je vais t'orienter sur des astrophysiciens. Il y en a un, c'est Philippe Guillemont, il y en a un autre, c'est Jean-Pierre Petit. Par des équations mathématiques, depuis quelques années, ils ont donné raison au supraconscient. C'est-à-dire, nous, comme on décrit l'antéversus, c'est comme les astrophysiciens, par des équations, on décrit cet inframonde, cet antéversus. C'est-à-dire Jean-Pierre Petit, Philippe Guillemont, etc., etc. Quand on leur demande la compensation dans cet univers Janus, tu comprends bien qu'ils parlent du Ak de l'autre côté. Tu parles qu'il y a un univers de cause à effet qui est nourri par un univers où le temps s'écoule dans l'autre direction parce qu'il est actionique. Donc non, ce n'est pas des hallucinations. Alors tu comprends que tu hallucines pas quand tu es en état de supraconscience, c'est par rapport au témoignage. C'est-à-dire que quand tu vis ta séquence supraconsciente et que tu t'intéresses, que tu vas lire le taoïsme, les patriarches, le bouddhisme, l'hindouisme, tu verras que Nagarjuna, que Patanjali, que tous les grands patriarches taoïstes, Chuangzi, Lao Tzu, ils ont tous la même manière de décrire cet antéversus. Donc c'est pas une hallucination, sinon ça veut dire que tous les patriarches, Bouddha, Lao Tzu, ça veut dire qu'ils ont tous fait on a tous fait une hallucination collective à des époques différentes. Et ça veut dire aussi que maintenant des mecs comme Jean-Pierre Petit, qui était ancien directeur de recherche au CNRS, ça veut dire que lui aussi il est en plein alu avec ses équations. Non, l'antéversus existe, il a une réalité astrophysique, il existe. Alors par contre, tu parles des NDE qui sont les EMI, les états de mort imminente. Alors bizarrement, c'est vrai que bizarrement, les profanes, ce que j'appelle les non-supraconscients, qui arrivent à décrire une séquence supraconsciente, sont les gens qui ont frôlé la mort. Voilà, ils décrivent une phase hypnagogique, une phase luminique et une phase infrascopique, pareil qu'un supraconscient. Les gars qui reviennent d'une EMI, d'un état de mort imminente,
décrivent une séquence supraconsciente de A à Z. On dit un petit au revoir à Christine et à Julien. Christine, au revoir. J'espère que je t'ai pas déçu quand je t'ai parlé de la Lune, des missions Apollo. C'est juste parce que ça m'intéresse pas. Moi, je m'en fous. C'est un caillou mort. La Lune, c'est un caillou de régolithe. On s'en fout, quoi. La seule chose qui est importante pour un supraconscient avec la Lune, c'est que la nuit, il sert de déflecteur. Il continue à envoyer du hack qui est dispensé par le Soleil. Donc, ça empêche certaines personnes de dormir parce que au moment où tu as envie un peu de te relaxer, cette espèce de déflecteur lunaire qui t'envoie encore des quantités de hacks, ça te maintient dans un état. Il y en a qui supportent pas, enfin qui n'aiment pas, ça les empêche de dormir. Alors voilà, bisous Christine, à bientôt. Quel est le plus ancien peuple supraconscient? Ben, le sapiens sapiens. Voilà. L'humain dans sa globalité est l'animal sur la planète Terre qui maîtrise le mieux la supraconscience. Alors, dans ta question, peut-être tu voulais dire quel est le peuple qui l'a le mieux, au cours des temps, le mieux. Ben, pour l'instant, il n'y a pas photo, c'est les taoïstes. En deuxième, mais bon, là, c'est un peuple qui est éteint avec une religion qui est éteinte, c'est les Égyptiens anciens, qui l'ont vraiment cartographié. Les taoïstes et les Égyptiens anciens, au niveau de la supraconscience, c'est des orfèvres en la matière. Ils ont compris que c'était bipolarisé. Bon, le cas et le bas, les taoïstes, ils appellent le yin et le yang. Le ha, qu'ils appellent taiji ou kaba. Enfin, les mots, le vocabulaire diffère, mais ça parle toujours c'est eux qui l'ont le mieux cartographié. Voilà, les taoïstes et les Égyptiens anciens. Julia Jopine, merci pour vous, Jean-Paul, à Clément, pour la générosité de nous transmettre. Bon dimanche à tous. Bisous, Julia, à bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à vous. Alors, enfin Indigo, New Age ou vérité? Enfin Indigo, New Age ou vérité? Ouais, enfin Indigo, enfant de diamant, c'est des autres manières de nommer des supraconscients. Voilà, c'est une manière poétique, une manière allégorique de nommer les supraconscients. Alors, les enfants indigos ne sont pas la panacée en état de supraconscience, c'est les enfants de diamant. C'est-à-dire les êtres incarnés actuellement qui ont la possibilité de voir la structure polyédrique de leur véhicule céleste, on les appelle les enfants de diamant. Les enfants indigos ne perçoivent pas leur véhicule céleste. Les indigos, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Une manière, non, mais rien de particulier. C'est comme si à moi tu me demandes qu'est-ce que j'ai de particulier, rien de particulier. Je mène ma vie. Aller faire des séquences supraconscientes, du yoga, c'est une discipline psychophysiologique. Ça t'amène rien de particulier. Tu vois des choses, tu as accès un peu à l'avenir, tu as accès à des choses du passé, à des choses du futur. Si tu n'es pas équilibré, ça te rend fou, tu finis à l'asile. Et si tu es équilibré, il y a des choses que tu gardes pour toi parce qu'il n'y a pas tout qui se divulgue. Tu peux parler du karma collectif. Voilà, ça ne me dérange pas de dire que dans 2 siècles, l'humanité va être confrontée à des gros soucis. Ça s'appelle le karma collectif. Mais par exemple, de dire à Clément la date et les circonstances de sa mort, ça créerait des incidences karmiques, ça ne se fait pas. Donc le hack, quand tu fais une séquence supraconsciente, il t'explique qu'il faut se garder de ne pas tout dire. Et il a raison, tu mets tes proches en danger, et puis ça va les avantager à rien de savoir certaines choses de leur avenir. Ouais. Je ne sais pas si j'avais répondu à certains, non, on a passé un peu vite, je ne sais pas comment on fait. Non, je pense que non, on a répondu à tout là. Ouais. Spectre de lumière, tiens, nouveau. Salut, bonjour. Bonjour à tous, Spectre de lumière. Voilà, c'est ça, je pense. Je vais un peu, des fois, je vais un peu sur certaines chaînes, je mets un petit commentaire de manière à ce qu'ils cliquent sur le nôtre, comme ça, et Je maîtrise le chi, le mushin dont tu parles. Combien de temps je dois méditer pour vivre ces expériences? Alors, si tu maîtrises le mushin et le chi, tu sais que c'est divisé en 4. C'est-à-dire, moi, s'il y a une spécialité, si je peux me vanter d'être spécialisé dans quelque chose, c'est dans le syncrétisme japonais. C'est-à-dire, moi j'ai étudié ça pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années, le syncrétisme japonais, c'est-à-dire les Japonais, ils ont une religion qui mêle le shintoïsme, le bouddhisme, le taoïsme, des traces un peu chamaniques de civilisations qui remontent jusqu'au Jomon. Donc,
le peuple qui vraiment, voilà, ça rejoint un peu les taoïstes, parce qu'ils sont taoïstes aussi. Le peuple qui sait ciseler la supraconscience. Donc le Mushin, on parle du premier creuset, c'est le creuset instinctif. Moi, une séquence de Mushin, je peux te la déclencher en... Voilà, là je suis en Mushin. En 3 à 4 inspirations inversées, voilà, je le sens, c'est par rapport à la pression que je mets dans les yeux. Enfin, le Mushin, c'est le plus petit des états de conscience modifiés. Le Mushin, tu t'en sers dans les arts martiaux pour faire un assaut quand tu fais une offensive ou quand tu te défends. Voilà, tu déclenches un Mushin. Alors, le Mushin, ça te permet d'avoir un petit peu plus de réflexe. C'est un contrôle de ki, tu cesses de le faire remonter dans le canal médulaire, tu le contiens dans ton creuset instinctif. Ça te rend plus agressif, plus de réflexes, plus d'acuité visuelle. Ça te rend, si tu uses trop de cette discipline comme font les amalécites, ça te rend très dangereux, très méchant. Après, dans la supraconscience pure, en dessus du Mushin, il y a le Fudoshin, en dessus du Fudoshin, il y a le Kensho, et en dessus du Kensho, il y a le Satori, c'est-à-dire l'illumination profonde. Tu passes par 4 états de conscience successifs, Mushin, Fudoshin, Kensho, Satori. Mais les personnes qui font des EMI voient un tunnel, mais pas luminique, du coup, vu que c'est eux qui montent ce tunnel. Si, c'est ça le tunnel. Le tunnel de lumière, c'est ça le canal pranique, c'est ça la phase d'accélération luminique. Alors au début, ce tunnel, il est droit. Il est droit tant que tu es dans une vitesse subluminique, c'est-à-dire tant que tu es à 10-12% de la vitesse de la lumière, c'est droit. Mais au plus tu vas accélérer, au plus ce tube pranique lumineux va se tordre. Et puis à un moment donné, tu vas rentrer en multidimensionnel, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans des vortex qui vont ouvrir sur d'autres vortex, qui vont encore ouvrir sur d'autres vortex. Tu vas faire des petits arrêts buffets, tu vas te retrouver dans un monde ou dans une galaxie différente, tu vas visualiser certaines choses, puis ça va repartir encore de vortex en vortex. C'est ça l'accélération luminique. Tu ne choisis pas où tu vas en fait. Mais par contre, quand les gens qui font une EMI, moi j'ai jamais pu choisir. Voilà, je te dis peut-être un supraconscient plus âgé que moi, un mec qui a 70-80 ans, qui fait ça depuis plus longtemps que moi, peut-être il arrive à choisir. Moi non, j'arrive pas à le maîtriser. Phase d'accélération luminique, quand je sors d'un vortex, si j'atterris quelque part, je suis dans une autre galaxie, mais je serais incapable de te dire où. Et si je vois des êtres, ou si je fais une fusion mercabique, je serais incapable de te dire les gars de quelle galaxie ils sont. C'est pour ça qu'ils me font tous rire, là, tous ces gens, là, ces vendeurs d'Arcturus et de Pléiades et compagnie. Là, quand ils me décrivent, j'ai eu un contact qui décrivent que l'être, il était bleu en face d'eux, etc., etc. Tu peux voir la forme qu'il a, mais pas comme ça. Ils le décrivent comme s'ils étaient encore avec leurs yeux organiques, que c'était leur rétine qui voyait quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça. En état de supraconscience, c'est une fusion mercabique. C'est les deux merkabas qui rentrent en fusion pendant 2, 3, 4 secondes. Et il y a des informations qui sont téléchargées de creuset à creuset, c'est-à-dire instinctif, émotionnel, analytique et spirituel. Bien sûr que sur les souvenirs du gars qui est en face de la merkaba que tu vois, parce que tu ne le vois pas, l'entité qu'il y a dedans. Tu ne la vois pas, tu vois juste une enveloppe mercabique quand tu fais ta fusion. Mais quand tu as ton flash d'information, tu vas voir la tête qu'elle a, la femme du gars avec qui tu parles, ses enfants, l'environnement dans lequel il vit. Mais ça ne se passe pas comme ça, c'est pas une conversation comme ils ont l'air de dire. On sait que tu vas parler avec un être d'une autre galaxie. Tous ces gens, ils mentent. Ils pondent des livres et tout. Ce sont des mythomanes. Ce sont des gens bloqués en phase hypnagogique qui essayent de vendre de la soupe de mensonges. Moi, j'en ai vu quelques-uns, carrément, ils essayent de vendre des fausses faines aux gens. Ils leur vendent de l'hypnagogie artificielle. Il faut mettre des lumières face à toi. Je ne vais pas citer de nom. Ah, c'est d'accord. Ouais, tu sais qui c'est, là. Ils leur vendent de l'hypnagogie artificielle. Enfin, moi, c'est des gens, moi, ils me font rigoler les gencives. Je représente le tunnel d'amour inconditionnel dans les MDE avec des entités qui nous reçoivent. Ça, c'est le canal pranique, je viens de le dire. C'est la phase d'accélération luminique. Il n'y a que du bon ressenti là. Et si tu commences à voir des démons, c'est ta psyché qui les génère. On appelle ça de l'hypnagogie. Alors, dans la phase céleste, qui justement est une phase transitoire entre l'hypnagogie et la phase d'accélération luminique, il va encore y avoir certains qui génèrent encore des démons hypnagogiques
Et ils vont penser que c'est dans le canal pranique qu'ils se situent, alors que c'est juste dans leur psyché. Il faut qu'ils évacuent tout ça, parce que je te garantis que dans le canal pranique, c'est que du hack pur, et il n'y a rien de démoniaque, c'est dans la substance divine. Tu vas ressentir un bien-être, une sérénité que tu n'as jamais ressenti à l'état de veille. Alors ceux qui disent quand ils font justement ils sont dans le tunnel, ils disent qu'ils sont accueillis par des entités, leurs grands-parents, tout ça. Ça c'est que l'hypnagogie. Non, c'est dans la phase intermédiaire céleste, tu peux le faire. Mais il n'y a pas de défunts, les gens sont réincarnés, qu'ils arrêtent avec ces histoires de défunts. Mais il n'y a pas de défunts, qu'ils arrêtent avec ces conneries. Les gens sont réincarnés, on vit dans un univers de métampsychose. Les carcasses organiques sont jetées au fur et à mesure quand elles dépérissent. Et puis la psyché, le véhicule céleste, construit encore une entité biologique. Il n'y a pas de mort au sens que les gens l'entendent. Il n'y a pas d'un au-delà avec des morts à forme humanoïde, ou avec un drap sur la tête, ou avec comme si c'était de la vapeur, comme ils sont représentés dans les films. Ça n'existe pas. Tous les gens qui meurent se réincarnent quasiment immédiatement. Je concentre le chi. Ah, tu as fait sauter la question, je ne la vois plus. Voilà. Je concentre le chi dans le diantan, donc ça me sert pour le combat, mais j'ai jamais pu. Ben ouais, parce que je vais t'expliquer, le diantan, il est ici. Bon, déjà, des diantans, tu en as deux, tu as le faux et tu as le vrai. Le vrai, il est juste devant le sacrum. Le faux, il est un peu plus en avant à 5 cm, il est sous le nombril, mais il est plus en avant dans le corps. Donc, toi, tu sollicites en état de mouchine le faux diantan. Tu peux aussi solliciter le vrai diantam, le vrai creuset sur le sacrum. Mais tu ne peux pas faire des décorporations en état de mouchine. Pour faire une décorporation, il faut atteindre l'état de Kencho. Il faut être minimum à l'état de Kencho. Donc, je t'ai expliqué qu'il y a mouchine, ici, tu as Fudoshin, tu as Kencho et tu as Satori. Là, tu es au premier degré de l'état modifié. Il y a 4 degrés à cet état modifié. Pour que tu fasses une décorporation, il faut que tu atteignes minimum le creuset analytique, c'est-à-dire le 3e creuset. Il faut que tu travailles avec ton 3e creuset. Et si tu sais travailler encore avec ton 4e creuset qui est éthérique, c'est encore meilleur. Là, vraiment, tu vas faire ce qu'on dit de l'astral. Connaissez-vous Akena? Ouais, je connais. Akena, bah, c'est une dame qui se fait appeler comme le Hak, comme si elle était, comme si le Hak. J'ai pas fait gaffe à ça. Tu la connais ou non, pas du tout. Akena, ça me fait penser au Hak, c'est la même. C'était une vieille, là, elle est morte aujourd'hui. Elle faisait des séances collectives de sortie de corps, mais elle faisait des cambos. Après, de marquer Akena, c'est un non-sens parce que le Hak est neutre. C'est-à-dire, on peut dire que le K est négatif et qu'il est masculin, qu'il est féminin. On peut dire que le bas est positif et qu'il est masculin. On peut donner des polarités au bas et au K, mais pas au Hak. Le Hak est neutre. Donc, Akena, c'est un non-sens. On ne peut pas féminiser quelque chose qui est neutre. En bleu. C'est quand même étrange dans un monde où l'information va à une vitesse folle que la supraconscience n'est pas enseignée. Comparé à l'ancien temps où les peuples savaient ce que c'était. Ah oui, c'est la question qu'on me pose des milliards de fois. Pourquoi les gens ne sont pas au courant qu'il y a la supraconscience? Mais tout le monde sait qu'il y a la supraconscience. Dans les élites, ils le savent, c'est utilisé même. La supraconscience, elle n'existe pas parce que dans le cerveau des gens, elle n'existe pas. Ils se sont mis dans la tête. Tu sais, les gens, quand tu leur parles d'état de conscience modifié, d'antéversus, d'accélération luminique, ils te prennent pour un illuminé. Donc, au lieu d'essayer d'apprendre pour voir si ça existe vraiment, de rentrer dans une discipline de yoga ou de tai chi ou de qigong ou de neidan pour contrôler cette énergie, pour aller dans l'antéversus, eux, ils disent non, c'est faux. À partir de là, qu'ils disent que c'est faux, ils ne veulent pas apprendre. Et puis tu leur feras changer jamais d'avis. C'est l'incrédulité qui empêche la supraconscience de se propager. C'est l'incrédulité des sapiens sapiens. Y aura-t-il plus de vidéos plus détaillées sur la décontraction, la respiration, la vacuité? Oui, c'est ce que j'ai expliqué à Clément avant qu'on commence le live. Je lui disais, pour bien traiter la décontraction musculaire, il faudrait déjà 2, 3 ou peut-être 4 vidéos même. Parce que c'est pas juste... J'ai compris que certains confondent décontraction musculaire et relâchement musculaire, qui est totalement différent. Il y a tout. Et ça, pour ça, il faudrait faire plusieurs vidéos sur les postures. Il faudrait que je commence à parler des postures, des asanas, on appelle ça, ou certains mouvements très lents qui sont propres au tai chi. Il y a des manières de se mettre en prédisposition pour déclencher Mushin, Fudoshin, Kencho, Satori. Ces 4 degrés, il y a des techniques pour les gravir.
Alors, sur le contrôle respiratoire, oui, aussi, il y aura peut-être 3-4 vidéos, on fera des vidéos complémentaires. Alors, le plus où on devrait faire des vidéos, là où enfoncer le clou, c'est la vacuité cérébrale. La vacuité cérébrale, c'est une discipline qui est très dure, c'est une discipline de haut niveau. C'est une discipline, quand tu rentres dedans pour atteindre le Satori, pour franchir les 4 degrés, donc Mushin, Fudoshin, Kensho, Satori, quand tu arrives à voler à l'altitude du Satori, on va dire que c'est comme si tu faisais une partie d'échecs à un niveau international. Tu vas affronter Karpov ou Kasparov ou le champion du monde d'échecs. Ça nécessite c'est une discipline de haut niveau. Tu t'en aperçois au fur et à mesure que tu franchis, que tu gravis les étapes. Tu t'aperçois que c'est faire les mots croisés les plus durs du monde ou faire la partie d'échecs la plus dure du monde. Il y a une gymnastique mentale. Il faut choper ce truc de la vacuité cérébrale. Parce que bizarrement, ce qui se passe, les gens me disent « Ah oui, mais si tu es en vacuité cérébrale, que tu n'as plus d'activité neuroélectrique, comment tu peux appréhender ton environnement ?» Eh bien, ça s'appelle expansion de conscience. Parce que bizarrement, c'est ce que les neurologues appellent le 4e état de conscience ou l'état de veille paradoxal. Parce que bizarrement, plus l'activité neuroélectrique va descendre, si tu arrives à garder cette faculté de ne pas t'endormir au sortir de la phase hypnagogique, on appelle ça une expansion de conscience. C'est-à-dire, au plus l'activité neuroélectrique va descendre, au plus la conscience va rentrer en expansion. Donc, non seulement tu vas appréhender ton environnement, mais tu vas avoir une acuité qui est encore plus élevée qu'à l'état de veille. La plupart des gens qui se... Oui, qui apprennent... Ah là, j'arrive plus parce que ça fait tout sauter encore. Ça remonte. En dessous, Konosuba Wakena, c'est en dessous Wakena. Oui, et à apprendre, plus avoir certaines nervosités. Oui, ben le blabla mental, c'est qui? Le blabla mental, ça s'appelle le monologue intérieur. Il faut arriver à plus se poser de questions. Le monologue intérieur, il est tout le temps en train d'aller du passé vers le futur. Il pense toujours ton petit monologue intérieur, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Hier, j'ai raccompagné ma copine au ski, j'ai crevé un pneu en redescendant dans le col d'Alos. Tu penses à ce qui s'est passé. Après, tu vas penser à la semaine prochaine, je remonte la voie, j'espère que je ne vais pas crever au col d'Alos. L'esprit, il est perpétuellement parasité par le monologue intérieur. Alors, c'est ça la gymnastique mentale qui est de haut niveau, c'est-à-dire au plus tu vas progresser dans cette discipline psychophysiologique, dans la supraconscience, au plus tu vas t'apercevoir que pour gagner 1 Hertz, c'est une bataille cérébrale. Il faut rentrer dans une concentration, dans la décontraction musculaire, dans la respiration. Il faut trouver comment ça se passe. Ah, Shimon. Shimon, bonjour mon ami, comment vas-tu? La plupart des gens qui se rappellent de leur vie antérieure, voilà, la plupart, il peut avoir quelque chose lié à l'enfance. Non, mais je ne sais pas si c'est lié à l'enfance, je ne pense pas que c'est freudien, mais par contre, les enfants de moins de 2 ans et demi, 3 ans, sont ceux qui ont le plus de flash de leur vie antérieure. Après, avec le conditionnement humain, c'est-à-dire la maternelle, l'école, l'apprentissage des parents, l'éducation, etc., ils perdent cette faculté. Les cerveaux neufs d'enfants, entre la naissance et une trentaine de mois, sont très encore imbibés de leur vie antérieure. Là, y a-t-il un lien entre la supraconscience et le Mingong ou l'orbite macrocosmique, la fleur d'or de Lutsu? Au fait, merci pour toutes ces réponses. Alors, là, je pourrais te répondre, on pourrait égrener comme ça toutes les voies taoïstes possibles et imaginables, Bagwazang, tout ce que tu veux. Ce que tu me dis, c'est, moi, je te donne un conseil, hein, va au taoïsme primaire, le taoïsme de Lao Tzu, de Shongzi, va à la source, parce que si tu rentres après dans toutes les écoles comme ça, en plus, la plupart ce sont des écoles martiales, c'est-à-dire ça a été créé dans le but de créer une école de combat sur le bagua, sur le tai chi, sur quoi que ce soit. Donc moi je te conseille de remonter à la source. Alors on va lire le I Ching, le Tao Te Ching et le Chuang Tzu. C'est les 3 livres fondamentaux du taoïsme. Alors c'est des livres qui se lisent, le Tao Te Ching qui se lit vite, mais tu mets ta vie à le comprendre. Donc ça sert à rien après d'aller se perdre dans toutes les milliers de voies
de rameaux qui sont nés du taoïsme, parce que c'est de la perte de temps pour la supraconscience. Justement, la supraconscience, ça va t'apprendre le désanglage verbal et ça va t'apprendre à essayer de trouver une technique la plus, comment dire, la moins encombrée possible de petits détails. Donc, retourne au taoïsme originel et je te garantis que ça ira beaucoup mieux. Bien, attends, on écrit-le parce qu'ils ne vont jamais le trouver. Tao Te King, après, ça c'est King, Y-I, Y-I, un peu plus loin King, comme et Chuang-Tzu, Z, Z, H, H, U-A-N-G, U-A-N-G, un peu plus loin D, T-Z-I, T-Z-I. T-Z-I. Mais tu peux entre parenthèses, parce qu'en France, Chuang-Tzu, des fois, il marque Chuang-Tzu. Alors, je te le marque, T, C, H, O-U, A, N, G, un peu plus loin, T, S, E, U. Voilà. Chuang-Tzu, parce qu'il y a le pinyin, et il y a le Weijil et il y a le pinyin. Il y a deux manières de formuler le chinois. Donc, je te l'ai marqué en Weijil et en pinyin. Alors, ça c'est un truc que j'ai enlevé. Question, faut-il se protéger pour une décorporation? Ah, par contre, la fleur d'or de Lutsu, mais ça, c'est 100%, c'est martial, ça, c'est lié à la cloche d'or. Alors ça, par contre, ça n'a rien à voir avec la supraconscience, ça, c'est du Weidan, ça n'a rien à voir avec le Neidan. Alors ouais, pour répondre, c'est qui est là au-dessus. Surtout, ne fais pas l'erreur quand tu te rentres dans une discipline taoïste ou bouddhiste, de rentrer dans une discipline Weidan. C'est-à-dire, là, tu vas t'éloigner de la supraconscience. Tu ne vas travailler que le premier creuset et le deuxième creuset, c'est-à-dire le Mushin et le Fudoshin. Si tu veux vraiment rentrer dans la voie supraconsciente, c'est-à-dire travailler le Kensho et le Satori, tu abandonnes le Weidan et tu rentres dans le Neidan. Tu abandonnes l'externe, tout ce qui est cloche d'or, etc. Et tu rentres dans l'interne. C'est le Neidan. La voie de la supraconscience, elle est dans le Neidan. Voilà, c'était juste pour finir de répondre à là au-dessus. Voilà, pour dire aussi, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Là au-dessus, c'est le taoïsme. Là au-dessus, le taoïsme, c'est pareil, c'est un pléonasme. Donc, va lire le Tao Te King, c'est 81 sentences, mais tu mettras ta vie à le comprendre. Et tous les ressorts de la discipline supraconsciente sont inclus dans le Tao Te King. Il y a tout qui est dit avec des allégories. Si tu arrives à déchiffrer le sod, le sens caché des écritures, tu trouveras les mécanismes de la supraconscience dans le Tao Te King. D'accord. Bon, c'est bon, on a plus de questions pour l'instant. Attends, là, j'ai pas lu tout ça en vrai. La plupart des gens. Ouais, Ça, c'est moi qui bonjour. Là au-dessus, y a-t-il un lien entre la supraconscience? On l'a vu. Ça, c'est un truc que j'ai enlevé. Il faut se protéger pour la décorporation. Protection, elle est psychologique. Tu ne risques rien. Personne ne risque rien pendant une séquence supraconsciente. Tu ne peux pas faire d'infarctus, tu ne vas pas faire un anévrisme, tu vas rien t'arriver, rien du tout. Par contre, l'expérience pour le psychique, elle est tellement intense à vivre que quand tu reviens, la première fois que tu reviens de ton accès infrascopique, tu as une catatonie. Pendant une dizaine, une douzaine d'heures, tu es prostré, tu restes là où tu étais en train de méditer, en Padmasana, ou alors des fois tu te lèves, tu vas t'asseoir sur un fauteuil, comme ça, et puis tu restes pendant une dizaine d'heures. Tu as même pas, tu dors. T'as le cerveau, il est à la fois dans un état léthargique et en même temps dans une activité, je sais pas, c'est indéfinissable, c'est-à-dire que tu bouges plus, mais en même temps, tu as le cerveau qui va à 300 à l'heure parce que tu essaies d'analyser ce qui vient de se passer et ta psyché n'arrive pas à raisonner. Elle se dit non, c'est pas possible, tout ce qui vient d'arriver, ça n'existe pas, c'est de la magie. Alors sinon, le cas, le symptôme ultime de cette catatonie, de cet effet, de ce contre-coup à l'effet psychique, on appelle ça, c'est le syndrome christique. Il y a un supraconscient sur 1000 qui revient du monde infrascopique en se prenant pour le Christ ou pour l'élu de l'humanité. Enfin, voilà, ça frappe un supraconscient sur 1000. Celui qui a un peu un ego un peu trop développé, en revenant du monde infrascopique, en revenant de l'antéversus, cette espèce de contact divin qui a été établi avec le hack, avec la force vive, ben, il y en a qui se prennent pour le Fils de Dieu. Bon, ça n'a pas été mon cas, et puis dans 999 cas,
tous les supraconscients, on revient indemne psychiquement. Mais de temps en temps, ça arrive, il y en a un qui se prend pour l'élu. Et quand il te dit aussi, faut-il se protéger pour une corporation, c'est absolument exclu qu'il rentre quelqu'un dans ton corps, évidemment. À la place de. Si, mais si. Non, mais je veux dire. Si. Ah bon? En phase d'accélération luminique, tu peux faire des fusions mercabiques avec d'autres méditants. Oui, ça d'accord, mais on ne peut pas prendre possession de ton corps. Tu ne peux pas être possédé par une entité démoniaque. Il n'y a pas d'entité démoniaque. Les entités dans le canal d'accélération luminique sont neutres. Ou si elles sont bipolarisées, elles sont presque en train de se repolariser. C'est-à-dire que c'est des gens équilibrés qui rentrent en état de supraconscience. Quelle que soit la provenance dans l'univers du méditant, quelle que soit la galaxie, dès que tu empruntes le canal pranique, parce que si tu es perturbé, tu ne peux pas l'emprunter, ce canal pranique. Donc il n'y a pas de démon dans le canal pranique, il n'y a pas de possession dans le canal pranique, il n'y a pas d'entités qui vont venir parasiter, comme j'ai pu le lire. La fonction, elle est la même dans tout l'univers. L'accession à la phase d'accélération luminique au canal pranique, elle doit se faire dans la sérénité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'équilibré, de bon, de pas mal, de bien intentionné qui peut emprunter le canal pranique. Il faut se débarrasser de l'agressivité, de ton premier creuset, de l'émotionnel. C'est des gens très neutres qui rentrent dans le canal pranique, qui vont communier. Donc tu ne rencontreras pas de démons, leur accès est interdit. Le canal pranique, il est interdit pour les démons. Donc, là où tu peux les rencontrer, c'est juste en hypnagogie. En hypnagogie, tu vas les rencontrer, mais c'est ceux qui seront créés par ta propre psyché. C'est ta psyché qui va générer des chimères maléfiques. Donc si tu vois au pied de ton lit un monstre, en fait, ça n'existe pas, c'est toi qui le crée. C'est toi qui le crée, c'est ta psyché. Par contre, ça ne veut pas dire que les entités n'existent pas. Les entités dans l'univers, des énergies subtiles, il y en a des milliards de milliards. Mais elles ne sont pas, c'est-à-dire elles n'ont pas l'aspect que les gens lui prêtent. Ils ne sont pas avec des têtes de démons, c'est pas comme ça, c'est impalpable, ça n'a pas de forme précise. Il y en a des négatives, bien sûr, il y en a qui sont mal polarisées, mais elles n'empruntent pas le canal pranique. Là où tu vas pour méditer, tu ne les verras pas. Donc tu ne risques rien. Dans le canal pranique, il faut être vraiment zen pour l'emprunter. C'est l'autoroute de la bonté. C'est interdit aux démons, c'est interdit aux entités, c'est interdit à tout ça. Donc, je te garantis que quand tu vas dans l'antéversus, c'est l'autoroute de la plénitude, de la bonté, de la sérénité. Tu peux y aller tranquille. Ouais. Voilà, je crois écoute, qu'on a fait le tour des questions. On a fait un peu le tour, hein, c'est bien, 1h41, on va pas tarder d'arrêter. On se donnera rendez-vous une prochaine fois. Les questions, par contre, je les ai trouvées intéressantes. J'avais peur qu'on me branche encore sur la théosophie, sur l'anthroposophie, sur le New Age. Moi, j'ai trouvé les questions super intéressantes. C'est vrai, c'était vachement bien. On voit qu'ils sont très intéressés, puis certains ils ont fait ils sont arrivés déjà quelque part, quoi. C'est pour ça que. J'ai essayé la vidéo, mais c'est très dur. Non, ça c'est ce que j'avais mis, la méthode Vitos que j'ai enlevé là, tu sais. Les contractions, tout ça. Non, parce qu'il dit Hyundai est très nerveux, il n'arrive pas, tout ça. Comme j'ai expliqué une fois, moi j'étais hyperactif avant, donc je me suis calmé, mais donc je comprends très bien. Moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est la méthode Vitos. C'est une rééducation. Peut-être qu'il pourrait commencer par ça avant d'essayer autre chose pour se mettre en état de. Alors, si la méthode Vitos a bien marché pour toi, si tu étais d'un tempérament un peu. Ah ouais, moi j'étais hyperactif. Si Vitos a fait de l'effet sur toi, je te dis pas ce que ça ferait du yoga. Ah ouais, je me doute bien, mais c'est prévu. Hein, mais pour l'instant, il n'y a pas de prof. Ils me répondent pas. J'envoie des messages, ils ne me répondent pas. Non, mais il faut se déplacer carrément. Ouais, mais j'irai, je veux le faire. Tu te déplaces. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi, je ne participe plus au yoga depuis que j'ai trouvé la voie de la supraconscience. Je n'en ai plus besoin. Surtout que pour trouver la voie de la supraconscience, je n'ai pas besoin de pratiquer des asanas compliqués. Je pratique le Padmasana, c'est le plus basique. Je tiens bien ma verticalité, je me recentre bien, je fais bien mes exercices de contrôle respiratoire, ma vacuité cérébrale, et je pars direct dans l'antiversus. Enfin, pas tout le temps, hein. C'est pas systématique. Hein. Et des fois, je rate ma séquence, et puis j'accélère pas assez vite dans le canal luminique, et puis la séquence est avortée avant que je franchisse le rideau infrascopique. C'est pas systématique. On va dire des fois oui, des fois non. Mais bon, tu vas suffisamment. Ah, j'y vais très régulièrement, bien sûr. C'est devenu une seconde nature et c'est devenu la maison là-bas. C'est-à-dire que quand tu t'aperçois comment ça fonctionne dans tes versus, quand tu reviens, t'es pas bien. Hein. On est dans un univers bipolarisé, on est dans un univers où les humains sont quand même
largement malveillants, mal intentionnés. Pas tous, heureusement, hein, pas tous, mais on est dans un univers quand même où les gens, il faut se les coltiner quand même ici. Il faut se les farcir, les gens. Alors quand tu arrives du monde de la sérénité, de la plénitude, enfin, moi, ce que je ressens comme de la bonté absolue, quand tu reviens dans notre univers de cause à effet, t'es pas bien. Hein. Ouais, c'est tout ce que disent les gens qui reviennent de NDE, chaque fois qu'ils reviennent dans leur corps, et ça leur fait tout drôle quand ils sont ça pas, te fait drôle parce que subitement, tu as accès à la vraie nature des choses, ce que les bouddhistes ou les taoïstes appellent la vraie nature des choses. C'est-à-dire là, tu te rends compte que ça, c'est vraiment la réalité. D'abord parce que tu es en expansion de conscience, que tu as une conscience exacerbée quand tu rentres dans l'antéversus. Tu as vraiment tous tes sens, ils sont optimisés. Et comme tu reçois ce savoir absolu et que tu comprends que la vraie nature de l'existence, elle est dans l'antéversus, cette forme de savoir absolu, de conscience aiguisée. Quand tu reviens là, que tu reprends ta psyché de sapiens sapiens dans ton corps, que tu as l'impression qu'il pèse 3 tonnes, parce que tu reviens d'un univers tactonique où tu te déplaçais au-delà de la vitesse de la lumière. Et je sais pas, il y a un petit temps de réacclimatation quand tu reviens dans ton corps. Bon, on ne peut pas dire que c'est la phase que je préfère dans les séquences supraconscientes. Le retour, la réincorporation, elle est un peu pénible. Ça ne dure pas longtemps, c'est quelques secondes, quelques dizaines de secondes, mais voilà, il faut se le faire quand même. Ouais, il y en a qui disent qu'ils ont l'impression de rentrer dans un gant. C'est pas un gant, tu as l'impression de te retrouver comme un scaphandrier. Les semelles de plomb, là, les jambes, leur gros casque. Moi, quand je reviens de l'antéversus, j'ai l'impression que je reviens dans un scaphandre, que je suis un scaphandrier. J'ai l'impression que tout ça, que mon corps pèse plusieurs tonnes. Je suis en Padmasana, j'essaie de lever les bras, je me dis, j'ai les bras, ils pèsent plusieurs centaines de kilos. Parce que j'arrive d'un endroit où j'étais intangible et où j'allais à des vitesses tactioniques, où en plus je ressentais vraiment, tu te sens bien parce que tu ressens pas ton corps, rien du tout. Tu deviens une conscience libérée de l'incarnation. Enfin, c'est indescriptible. On peut pas dire que le retour, c'est mon passage favori. Quoi. On va laisser les gens parce que je crois qu'il n'y a plus personne. Ouais, alors, si, il y en a toujours 15, mais il va une quinzaine. Ouais. Bon, mais c'est pas grave. Il n'y a plus de questions, alors on va fermer la boutique. On va aller boire le café et puis on va fermer la boutique. Non, mais c'est bien, déjà 1h46, c'est très bien pour un live, ça suffit. Ça, voilà. Et on en fera d'autres et puis on va enquiller les vidéos, hein, on va accélérer le mouvement. Et voilà, on vous tient informé. Et puis, bon, merci pour votre présence. Comme il dit Jean-Paul, c'était des bonnes questions, c'était bien sympa. C'était bien, c'est vrai, c'était des bonnes questions. Et donc voilà, donc à plus tard, une autre fois, et bon dimanche à tous. Hein. Et bon dimanche. Allez, salut.